Bonjour à tous, bienvenue dans notre toute nouvelle émission aux Marseillais qui parle évidemment de Marseille, de l'Olympique de Marseille, de la vie à Marseille et de ceux qui ont fait, qui feront et qui font partie de l'histoire de Marseille. Et pour cette première, il me fallait des grands monsieur. Et on va être servi puisque à ma gauche, Manuel Amoros. Bonjour Manuel. Bonjour à tous. Alors pour la présentation, je le ferai après parce que tu as un palmarès, comme on dit à Marseille, qui est long comme le roi. Mais va à l'essentiel, c'est pas grave. Non, mais c'est un honneur pour moi déjà pour cette émission et pour nous te recevoir. Et alors là, le grand l'insultanian, Jimmy Musso, 37 ans, qui naît à l'Olympique de Marseille, qui naît également de l'équipe de France sous l'ère de Laurent Blanc. Alain Musso. Merci de ton invitation. Je suis fier d'être là avec toi et avec mon ami Manu. Et on va essayer de refaire le monde. On va essayer de refaire le monde, Marseille, l'Olympique de Marseille. Alors, messieurs, donc Alain, tu interviens, on est entre amis, là, donc il n'y a pas de coach, tu interviens quand tu veux dans l'émission. Donc, Manuel, donc, premier invité. Donc, nous, on a eu la chance de faire dans d'autres médias des émissions ensemble, et c'est toujours un plaisir. Donc, tu es né à Nîmes et tu as démarré donc, ta carrière à l'AS Monaco. Alors, j'ai démarré d'abord au Gallia Club Lunellois. Ah oui. Club amateur. J'ai eu beaucoup de chance, moi, quand j'ai démarré. Je ne sais pas si on avait expliqué comment j'avais été un peu détecté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de recruteurs de clubs qui sillonnaient la France entière. Et moi, j'avais été vu par Alberto Muro. Alberto Muro, c'était le seul recruteur de l'AS Monaco, et il faisait presque tous les jours son périple à droite et à gauche. Et il était venu à Lunel voir un match de levée de rideau, parce que moi je jouais un cadre des premières années, et il venait voir un match de levée de rideau qui était un minime. Et il y avait Montpellier contre une autre équipe, je crois, contre Lunel, je crois aussi. Alors je le dis, pardon Manuel, de te couper, pour les jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, les jeunes, c'est les U15 et les U17. Ah oui, pardon, ouais. Ça a changé d'appellation. Ouais, mais bon, moi je me perds dans tout ça. Non, mais je me perds aussi, voilà. je te rassure. Et donc, il était venu voir cette équipe de minimes, et mes dirigeants l'ont reconnu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le reconnaître ou quoi que ce soit, parce que, alors, Alberto Muro, c'était quand même un joueur de football, un Argentin qui avait joué à Sochaux et à Monaco, qui était un super joueur. Et mes dirigeants l'ont reconnu. Et mes dirigeants lui demandaient de rester pour voir le match suivant qui était le mien. Et lui, Alberto, il ne voulait pas rester parce qu'il avait son train à prendre pour rentrer sur Monaco. Donc à l'époque, en 77, je peux te dire que pour aller de Lunel jusqu'à Monaco, il te fallait entre 6, 7 heures, voire 8 heures. Quoi, hein, parce qu'il y avait Lunel, Marseille, Monaco, Nice, pardon, et après Nice-Monaco. Donc ça faisait beaucoup de temps. Et ils l'ont persuadé qu'il reste, et il est resté. Il est resté, il a vu le match que j'ai fait, j'avais été bon. Et il est venu me voir à la fin du match, il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux venir faire un essai en février 1977. Donc je me suis retrouvé en février 1977 faire un essai à l'AS Monaco. Et c'est bizarre parce que quand on raconte ça, ça a été une chance inoubliable, quoi, parce que le fait qu'il soit là, le fait qu'il vienne, qu'il reste, qu'il ne prenne pas son train, voilà comment j'ai pu aujourd'hui avoir une carrière de footballeur. Surtout que, bon, alors, là on parle d'une période, donc 72-77, tu me dis si je me trompe. Bon, Monaco, en jeune 77-80, avant, on va en parler bien sûr, d'intégrer les pros. Mais surtout, tu as du mérite parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant où tu as des recruteurs à chaque coin de stade, de tous les clubs. Avant, aujourd'hui, avant, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui passaient à travers. Voilà. Aujourd'hui, c'est rare qu'un jeune puisse passer à travers. Il y a tellement de recruteurs, de clubs. On a la possibilité aussi de regarder. Il y a des sites internet, il y a YouTube où on peut voir, où les joueurs mettent aussi des extraits de leur match, tout ça. Donc, c'est rare qu'un joueur aujourd'hui passe à travers. Et c'est ce que je dis aux parents d'ailleurs pour les rassurer. Donc, on arrive à la période de l'AS Monaco. Donc, entre 80 et 89, où on va faire la transition directement. Cette fameuse finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, qui, à mes yeux, sans chauvinisme, peut-être la plus belle finale de Coupe de France. Je pense, ouais. Avec toi, tu étais rang monégasque avec Marcel Dib. Côté marseillais, il y avait... Enfin, des côtés monégasques qui sont venus après à l'OM. Il y avait toi et Marcel. Et Marcel avec la fameuse bise de Papin
à Mitterrand. À Mitterrand, Alors, raconte-nous à l'époque, cette finale de Oh, France. ben, déjà, Marseille avait été champion de France une semaine ou deux avant, pardon. Et nous, on était confiants parce qu'on s'est dit, tiens, bon, il va être dans la joie d'être champion. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été champions. Ils avaient fait une partie de championnat pas terrible non plus. Ils avaient récupéré énormément de points après. On était peut-être, nous, plus confiants qu'eux. Après, un match reste un match. Il fallait le jouer. Jean-Pierre nous a mis 3 buts, surtout 2 buts assez rapidement. Parce qu'on n'a pas très bien joué dans la partie défensive, collective, et ça s'est pas bien passé. Mais bon, c'est des souvenirs aujourd'hui qui sont extraordinaires, parce que quand on fait une Coupe de France et qu'on voit qu'il y a 4-3, un match où on aurait pu revenir, mais ils auraient aussi pu en marquer quelques-uns supplémentaires. Non, c'était agréable et super de pouvoir participer à une finale comme ça. Alors, si je me rappelle bien, après je vais rebondir sur Mister Museau qui était déjà en poste à l'époque, tu jouais en défense avec Patrick Battiston, tu avais Sonor, tu avais... Sonor était à droite, moi j'étais à gauche. À Monaco, il y avait c'était Battiston costaud. et... Je ne me rappelle plus qui c'était. Vogel, non, il arrivait après lui, non? Je sais pas, je ne me rappelle plus. Ouais, mais en fait, il y avait une grosse équipe. Ouais. Ah, on avait une grosse équipe. Ouya qui venait d'arriver, je crois, qui était joué. Je ne sais pas si. Ouya, Fofana. Il y avait Claude Puel qui jouait au milieu il y de avait terrain. Puel. Il y avait Emmanuel Petit qui a joué aussi, je crois, cette finale. C'était un petit. On avait une belle équipe. J'avais marqué sur penalty. J'avais marqué sur penalty. Marseille, il marque 2 superbes buts. Ouais. Un de l'extérieur où ça nous fait revenir à 2-1. Et après, un deuxième magnifique, un petit lob, un peu à Alain Giresse, avec Bordeaux, quand il bat Marseille en Coupe de France. Ouais. Voilà, oui, c'était des buts magnifiques. Jean-Pierre, il marque 3 buts aussi extraordinaires. Je m'excuse, Manu, je te coupe. Il n'a pas loupé un penalty, Jean-Pierre, ce jour-là? Je ne sais pas. Je crois que peut-être, hein, ouais. Je crois que oui. Avec Jean-Luc Ettori dans les bois. Ouais. Non, mais je crois qu'il en a manqué. Ouais, il me semble, il me semble. Ça aurait fait... Non, mais on ne parle pas du penalty loupé. Il n'aurait pas fait. Non, il est loupé. Il aurait pu faire un quadruplé, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Alors, Museau, cette finale, bon, tu étais déjà dans les rangs olympiques. 4-3. D'ailleurs, depuis, on n'a plus regagné la Coupe de France. Ce qui est quand même, jusqu'à ce jour... Et tu te rends compte que moi, j'étais la saison suivante, donc je signe à Marseille, finale contre Monaco, et je repère contre Monaco 1-0 but de Passy. En 91, c'était après la finale Barry, ouais. Gérald Passy. Gérald de Passy. Museau, cette finale, quel souvenir tu en gardes? 89, juin 89 précisément. 4-3. On venait d'être champion. On était sur un nuage. Et ce jour-là, il y a eu une anecdote qui concerne quand même Karl-Heinz Forster, qui souffrait d'une pubalgie. Et il annonce au docteur qu'il ne peut pas jouer, parce que c'est vrai, il avait du mal à monter les marches de l'escalier à l'hôtel, et il avait vraiment... il était très handicapé. Et la nouvelle arrive aux oreilles de Tapi. Et quand Tapi arrive, la veille du match, à l'entraînement, il arrive et il dit « Il est où, Karl ?» Il dit « Il est là-bas au poteau de corner avec le préparateur physique, il fait des étirements. » Il dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire de pubalgie ? Va me le chercher. » Et donc, Karl arrive, et Tapi lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui dit « Président, moi, beaucoup mal. Moi, pas pouvoir jouer demain, trop mal. » Et il lui dit « Toi, tu as mal, hein. Tu as une pubalgie, et juste le jour de la finale, tu ne vas pas pouvoir jouer la finale. » Il dit « Moi, je vais te dire pourquoi tu ne vas pas la jouer, la finale. Parce que tu as peur de Georges Weah. » Et là-dessus, il a frappé dans le mille. Quand on connaît la mentalité déjà des joueurs allemands, et qui plus est de Karl-Heinz, qui n'est pas un tricheur, et il a dit « Moi, j'ai peur de personne. Moi, je joue demain. » Donc, il a touché le point sensible, et Karl-Heinz a joué cette finale. Georges Weah, on ne l'a pas beaucoup vu. Jeune Weah, en plus, hein, à l'époque. Ouais, il était jeune. Mais c'était déjà un monstre. Hein. Ouais. Mais tu vois, cette histoire-là que raconte Alain, je pense que si ça avait été aujourd'hui, le joueur n'aurait pas joué. Ah, c'est clair. Parce que aujourd'hui, il se préserve beaucoup des blessures et il laisse le temps au temps de la guérison.
Alors qu'à l'époque, on pouvait avoir, et on a joué pratiquement toutes nos époques, éventuellement avec des grosses entorses de la cheville, des entorses du genou, avec un petit problème musculaire. On était dur au mal quand même, et dur aux blessures. Alain peut en témoigner, puisque à l'époque, il Oui. nous soignait. Et toujours, il y a eu des joueurs qui jouaient avec des petits problèmes. Hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils se préservent énormément sur ça. Mais tu as Aguerd, justement, qui souffre de ça, qui a une pubalgie, je crois, Oui. qui est parti jouer la CAN blessé. Et Eric Dimeco, que vous connaissez, qu'on salue d'ailleurs, qui disait récemment, justement, qu'il paye un peu les pots cassés de sa carrière, parce qu'Eric, Bien sûr. il a beaucoup mal en ce moment, il est une béquille. Il ne faut pas oublier que Eric a joué en 91 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, la finale de la Coupe d'Europe, avec un croisé pété. Mm. Et il a joué avec un strap énorme, qui était presque, on appelait ça presque un plâtre, mais il a joué. C'est vrai qu'à l'époque, on vous entendait jamais vous plaindre. Comme, Beaucoup moins qu'avant. Hein. Ne reste qu'une petite entorse qui est banale. Après, il y a aussi le problème entre le club et la sélection. Parce que le club incite énormément les joueurs, quand ils sont blessés, de ne pas trop y aller, ou alors juste pour se montrer et revenir. Donc, Aguerd qui était blessé, je ne comprends pas pourquoi Marseille n'a pas fait plus de pression. Alors après, il y a aussi le joueur. Il y a quand même c'était la CAN au pays, au Maroc. Ouais. Donc, il voulait absolument la faire. Mais Marseille paye aujourd'hui les pots cassés par rapport à cette blessure d'Aguerd. Après, il a toujours été un peu, même dans ses clubs précédents, Aguerd, il a toujours été bon joueur, mais toujours été un peu fragile, on va dire. Il a souvent été blessé. Oui, un peu fragile, mais malheureusement, celui qui en subit les conséquences aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille. Parce que si on l'avait eu pour les derniers matchs, peut-être il y aurait eu des résultats différents. Ce qui est grave, c'est qu'on l'a fait rejouer après la CAN. Ouais. Au lieu de le mettre directement au repos, voire le faire opérer. Ça, mais moi, je suis plus dedans, mais... Il n'arrivait plus. On le voyait sur le terrain, il a surforcé sur sa blessure, quand même. On va revenir donc avec Monaco pour conclure ton chapitre monégasque. Tu as été quand même champion de France 82-88. Tu as gagné la Coupe de France en 85. Contre eux la Coupe de France en 85, c'était pas Sochaux? Non, PSG. PSG. But de Gentini. Qui est venu à Marseille aussi. Chouki, qui est ton ami aussi de l'équipe de France. Donc on arrive donc avec l'Olympique de Marseille où tu as été champion en 90, 91, 92. Désolé, moi je rajoute le titre de 93. Moi aussi que je rajoute le 93. Moi aussi, je me le prends. Voilà. On l'enlève. Bien sûr, tu as gagné la Ligue des Champions et tu as été, bien sûr, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions. On s'en souvient tous, on a tous pleuré. À Bari en 91, où tu avais été élu homme du match. Tu avais fait un gros match. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai eu le bonheur de faire plusieurs émissions ensemble. Et ça, c'est un débat qu'entre supporters, on aime bien avoir. Tu m'avais dit que pour toi, Manuel Amoras, ancien Olympien international, l'équipe de 90 avec notamment Francescoli, elle était pour toi plus forte que les autres, c'est-à-dire 91 et 93. Alors, je pense que quand on s'est fait éliminer contre le Benfica, on était une équipe meilleure que les années suivantes. Mais on l'a pas gagné. 93, je pense que l'équipe n'était pas supérieure à celle de 90. Mais elle avait peut-être un peu plus d'envie, un peu moins technique, un peu moins collective. Mais nous, on avait des joueurs exceptionnels. À l'époque, avec Enzo, Jean-Pierre, on avait Chris, on avait Carlos derrière, on avait plein de joueurs qui, à cette époque-là, on méritait, je pense, plus de la gagner. Et est-ce qu'on peut faire le parallèle avec notre rival historique, à savoir que l'année où il la gagne, sur le papier, ils sont moins forts que l'année où ils ont Neymar, Messi, Mbappé. En gros, c'est pas le papier qui fait gagner. Tu en penses quoi? Ouais, après, des grands joueurs, il en faut aussi. Hein. Aujourd'hui, si tu parles du Paris Saint-Germain, ils ont des grands joueurs. Le fait d'avoir des joueurs exceptionnels comme ils ont eu, le jeu passe par eux. C'est une obligation, ils vont toujours vouloir le ballon. Donc le jeu et les entraînements sont basés sur ces joueurs-là. Après, une fois que ils les ont fait partir,
le jeu s'est simplifié. En plus, il y a un entraîneur, Luis Enrique, qui est magnifique et qui prône pour le jeu collectif et ne prône pas pour avoir des vedettes. Il y a des grands joueurs, il y a des superbes joueurs techniquement, et ça se voit aujourd'hui. Je pense qu'il a donné une dynamique et un mental aux joueurs qu'il n'a pas pu le faire, ou il n'aurait pas pu le faire avec ces 3 joueurs-là que tu as dit tout à l'heure. Ça a été le premier qui a mis Mbappé sur le banc, quand même. Oui, alors. Non, mais pas donné à tout le monde. Moi, je rappelle Tourelle, quand il le sortait. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce Bien que sûr. quand il joue pas bien, il faut aussi lui faire comprendre qu'il n'est pas non plus quelqu'un où on doit se reposer. On regarde aujourd'hui le Real de Madrid, où Mbappé va. Il est meilleur buteur aujourd'hui. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe. Et est-ce qu'ils vont la gagner un jour avec lui? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il porte la poisse un peu des fois. C'est ce que j'allais te dire, il commence à dire ça. Non, mais c'est vrai qu'on s'appuie tellement sur des joueurs comme ça qu'on délaisse un petit peu les autres secteurs. Et parce que quand tu regardes les matchs du Real de Madrid, ils ne se replacent pas défensivement. Vinicius non plus. Donc ça fait déjà 2 joueurs à la perte du ballon que tu n'as plus défensivement. Donc ça fait quand même des milieux de terrain plus les défenseurs. En plus, tout le monde attaque comme ils font. Bon, c'est des équipes qui ont souvent le ballon. Donc, c'est à la limite comme au Paris Saint-Germain. Quand on dit Mendes, Hakimi, c'est des phénomènes. Oui, mais offensivement. Mais défensivement, quand tu regardes, tu fais un peu à la loupe, c'est 0, ça vaut rien. Défensivement, je parle, ça vaut rien. Mais ils ont tellement le ballon qu'on ne voit pas les aspects défensifs, on voit plutôt les aspects offensifs. Donc, les erreurs qu'ils font défensivement, on le remarque au moins. Et d'ailleurs, avant de donner la parole à Museau par rapport à cette époque-là, toi qui as été un arrière latéral de métier qui jouait aussi bien à droite qu'à gauche. Oui. Comment tu juges? J'ai commencé à gauche d'ailleurs, à Monaco. Tu as commencé à gauche, exact. Comment tu juges l'évolution de ton poste de prédilection? Aujourd'hui, à l'époque, on avait quand même ce sentiment où il fallait amener un plus. D'accord, mais ce plus, il était raisonné, dans le sens où la première chose qu'on avait en tête, c'est quand même défenseur. On était défensif, il fallait prendre son ailier, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des ailiers. Pas comme aujourd'hui, où on joue en 4-4-2, ou en 3-5-2, ou un peu importe, mais à l'époque, on avait des ailiers, donc il fallait quand même les surveiller. Après, quand on a le ballon, il faut amener un plus. Mais ce plus, il faut l'amener aussi, par exemple, si le ballon est à droite, il ne faut pas que l'arrière gauche monte complètement. Parce que sinon, si tu perds le ballon, défensivement, tu as un espace de l'autre côté et il y a une transversale, tu peux te faire reprendre. Aujourd'hui, dans le football moderne, comme on voit aujourd'hui, les 2 latéraux, ils montent très très haut. Et ils se font prendre. On le voit souvent à Paris Saint-Germain ou à Hakimi et Mendes. Quand ils montent tous les 2, souvent, ils se font prendre dans leur dos. Mais l'évolution elle a été dans le sens positif parce que on s'est toujours projeté. Il y a Maxime Boussis aussi qui était au départ de cette évolution du jeu des arrières latéraux avec Nantes. Et on a amené ce côté un peu plus offensif, mais toujours en ayant cet aspect défensif. Alors qu'ils l'ont plus aujourd'hui, à mon avis. Museau, on parlait, je reviens sur les débats qui nous passionnent, nous, les Marseillais et supporters de l'OM. Toi, tu as connu toutes ces époques. Entre l'équipe de Manu de 90 et l'équipe de Manu de 91, je rappelle, 91, c'est Barry. 90, c'est la Menvata Benfica. On va pas en parler parce que c'est mauvais souvenir. Et 93, où on la gagne. Oui. Ces 3 générations-là, des années 90, de l'Olympique de Marseille, pour toi, c'était qui t'a, à dire, le plus régalé, parce qu'ils nous ont tous régalé. Pour toi, c'était qui est la plus forte? Manu, par exemple, pour lui, c'est 90. Oui, je suis d'accord avec Manu. Tu es d'accord avec Manu? Je suis d'accord avec Manu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique un petit peu le début en 88 où il est arrivé, que Gérard Gilly est arrivé et que l'équipe s'est complètement faite à travers Bernard Tapie qui a fait confiance à Gérard Gilly, qui était entraîneur du centre de formation. Et il y avait plein de jeunes qui l'a propulsé après, pendant cette année-là, et que ça marchait pas bien. Et que ça a été un peu compliqué, difficile. Oui, ça serait intéressant parce que parler des matchs, tout ça, c'est facile. Mais parler de l'évolution qu'il y a eu en 88 quand Tapie met Gérard Gilly, il faut savoir comment les choses sont passées. Et Alain, il était présent. Juste pour rappeler l'histoire, il y avait Gérard Banide, il me semble. Oui, qui se fait virer. C'est pour ça que. Après le match contre Lille, je crois. Non après un match de Lille. Après 2 matchs. Après 2 matchs. Après, donc, il met Gérard Gilly, qui était au centre de formation, qui s'occupait même, qui était un ancien gardien d'ailleurs. Oui. Et voilà, et là, je te fais la transition à toi, Alain.
Donc Gérard est directeur du centre de formation. Il y a, à l'époque, dans ce centre de formation, des joueurs qui ont réussi à éclore plus tard, mais bon, peu importe. Il arrive comme intérimaire au départ. Une fois que Gérard Banide est limogé, Tapie propose à Gérard de prendre l'équipe première, mais comme intérimaire. C'est-à-dire que je vais chercher un autre entraîneur. Pendant ce temps, tu vas faire. Le problème, c'est que la mayonnaise, elle a prise. Et que les joueurs voulaient Gérard comme entraîneur. Ce qui fait que il est resté avec Gérard comme entraîneur et on a fait le doublé. Voilà. Et je pense que Gérard, c'est quelqu'un qui est d'abord une belle personne. Ensuite, il savait parler aux joueurs. Et il savait aussi s'appuyer sur les grands joueurs qui étaient là, notamment Karl-Heinz Forster. J'ai surpris quelques discussions entre les deux où il y avait des échanges constructifs pour essayer de faire au mieux pour l'équipe. Et il n'avait pas honte de demander. Karl-Heinz Forster, pour les jeunes qui regardent, c'est un C'est un monstre. grand joueur, un des plus grands qu'on a eu à l'OM, non seulement joueur mais défenseur, qui était international allemand. On a eu cet épisode que tu as connu avec l'arrivée du Kaiser Franz Beckenbauer, où Gérard Gilly a dû partir. Et je me rappelle, premier match, OM Cannes, boum, 1-0. C'était Marco Mlinaric qui avait marqué pour Cannes, et on perd. Et les supporters chantaient. Et Gilly, là où Gilly. Tapie a viré Beckenbauer, c'est à Auxerre, où on perd 3-0, je crois. 4-0. Avec Enzo Et Schiffel. après, je crois qu'il le vire. Ouais. Et l'anecdote que Alain peut raconter, c'est que Gérard Gilly, il se trouvait où ? Quand il a reçu le coup de téléphone de Bernès ou de Michel Hidalgo, il se trouvait où ? Il faisait la partie de boule. Voilà. Avec toi. Non, par Ah, exemple. Mais il est- faisait la partie de boule il est- dans un club, et au club, on Oui. appelle, parce qu'il n'y avait pas les portables à cette Non, époque-là. non. Et vas-y. Et c'est je le te bar. laisse. Je te laisse finir. C'est le bar où il y avait le boulodrome. Le patron du bar intervient et dit arrêtez la partie de boule, Gérard, on te demande au téléphone. Ouais. Michel Hidalgo. C'est Michel Hidalgo. Michel Hidalgo qui a trouvé où Gérard Gilly se trouvait, donc le club où il était, et il a téléphoné au club parce qu'il n'y avait que le Oui. téléphone fixe, et il a appelé donc le club où se trouvait, et Comme Gérard. dans les films, on te fait C'est appeler. ça, c'est ça. Et Gérard a pris le téléphone, donc Et c'est là que M. Hidalgo annonce à Gérard que Gérard Banide est licencié et que c'est lui qui va prendre le poste. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Donc, cette fameuse. Alors, moi, c'est une saison qui m'a. D'ailleurs, j'ai commandé les maillots exprès. Cette saison 90-91, elle est exceptionnelle. J'avais même acheté à l'époque la cassette VHS, une année exceptionnelle. Parce qu'on s'était régalé. Il faut rappeler quand même que dans cette équipe, il y avait. Même le banc, il était exceptionnel. Quand tu vois que, par exemple, à Bari, tu as Cantona qui joue pas, tu as Tigana qui est remplaçant. Alors, il y a le fameux débat. Dragan Stojkovic. Alors, ça, c'est le vieux serpent de mer, on va dire. Est-ce que Pixie aurait dû démarrer selon Ah non, vous mais là, l'erreur, c'est pas l'entraîneur, c'est Bernard Tapie qui fait, parce que c'est Bernard Tapie qui a toujours fait les équipes. Je peux te citer une anecdote. Un jour, on était à un match de championnat, on était au Sofitel, causerie de 17h30, 18h avant de partir. C'était Goethals, l'entraîneur. Popperboard. Goethals avait marqué, enfin, c'est Jeannot Fernandez qui avait mis son équipe, qui était adjoint. Et il avait mis l'équipe que Goethals avait citée. Et chaque fois, Tapie il était là ou avant la réunion, ou il arrivait toujours un peu après, parce que bon, il était toujours un peu en retard. Et là, il arrive un peu en retard. Et la composition était déjà découverte. Et il commençait à faire son speech, et Tapie arrive, il regarde un peu Popperboard, il dit non, tu enlèves celui-là, tu enlèves celui-là, tu enlèves celui-là. C'est du Bernard Tapie. Voilà. Donc Bernard Tapie, tu te rappelles pas de ça? Oui. C'est pas arrivé qu'une fois, Enzo. Non, mais c'est des anecdotes qui sont incroyables aujourd'hui. Il a fait ça avec tout le monde, avec Gilly, Goethals. Ah ben avec tout le monde. Oui. Mais pourquoi Franz Beckenbauer il est parti? C'est parce qu'il avait trop une emprise sur les entraîneurs et il voulait avoir cette emprise sur l'entraîneur. Il voulait
faire tout sauf les entraînements. Franz Beckenbauer, on le rappelle pour les petits Sauf jeunes, les entraînements. qui venait d'être champion du monde avec la RFA, parce qu'à l'époque, ça Il fait s'appelait partie des plus grands joueurs du monde. 90. Je parle même pas du joueur qu'il a été. Mm. Et en fait, il est arrivé à l'OM parce que Tapi avait racheté Adidas, qu'il était en contrat. C'était un peu un truc comme un truc Oui, comme ça. et l'Allemagne venait d'être championne du Oui, monde. c'est ce que je dis, Voilà. à la Coupe du Monde 90 en Voilà. Italie. Et je tiens à préciser au passage, quand même, et Manu ne me contredira pas, c'est que tous les joueurs allemands que nous avons eus à Marseille Ouais. n'ont jamais déçu. Jamais déçu. C'était vraiment des pros. Et depuis, on n'en a jamais eu. Et depuis, on n'en a jamais. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Donc, Oui, on revient oui, à l'effectif avec le banc de touche. Je pense que Tapi s'est trompé. De toute manière, on ne pouvait pas le contredire. Il était parti sur cette optique-là. Parce que les Hugo, ils avaient parce peur. que Ils avaient peur, Manu. Je confirme. Mais bien sûr qu'ils avaient peur. Et quand ils ont vu qu'il y avait Tigana sur le banc et Toshkovic sur le banc, ils se sont dit, mais ça y est, on va peut-être pas perdre et on va peut-être gagner. C'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé parce que, bon, c'est comme ça. Et Cantona qui jouait pas G6 parce que c'est devenu. Il y était, Canto. Il était dans l'effectif, mais avec Goethals. Ouais, parce qu'il s'était fait virer, non? C'était pas. Il s'était blessé contre Brest. Qui Canto Voilà. Ouais. Au début, il était- était titulaire. Oui. Et Il puis après, était sur sur le Goethals, il est plus revenu. Sacré personnage, Eric Cantona, qu'on salue, Oui. qui vient de fêter aussi ses 60 ans. D'accord. C'est sacré personnage. Canto, il a son caractère, il a cette envie de surpasser, il n'aime pas l'injustice. Ah ouais, ça c'est clair. Il n'aime pas l'injustice, il le fait savoir. Tout le monde n'est pas comme lui, mais souvent il a raison. Je pense qu'il faudrait que tous les hommes et les femmes soient dans une dynamique de dire ce qu'on pense. Et souvent, malheureusement, on ne le dit pas. En Et France, c'est lui, mal vu. il le dit. Il le dit haut et fort, et il assume. Il y a Et une il assume. anecdote, Manu, peut-être vous êtes au courant. Un jour, il paraît qu'il aurait dit à Goethals, on ne met pas Cantona sur le banc. Et Goethals, je lui ai dit, ok, prends une chaise et assieds-toi. Vous êtes au courant? Ça, je me rappelle pas. Vous êtes au courant de cette histoire? Bon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré Cantona. J'ai adoré, y compris, malgré, je dis, il s'est blessé. Et après, bon, Non, le mais schéma tu sais, tactique a changé, alors- parce qu'il y a Abedi Pelé, Ouais. et Papin, Ouais. Waddle. En milieu de terrain, il y avait Mais en fin de Germain. compte, quand tu regardes, tu regardes la carrière de Cantona. En France, à Auxerre, il a été très bon. À Marseille, il a été dans une dynamique peut-être un peu moins bonne. D'accord? Il a fait pas mal de choses qui l'ont fait partir en Angleterre. Et en Angleterre, Un dieu. il est devenu, par rapport à son football, de technique, de vision de jeu, de qualité de passe, d'organisateur de jeu, mais ça a été le dieu à Manchester. Surnommé D'abord le à King. Leeds, Ouais. et après à Manchester. Mais je veux dire par là que, quelque part, ces frasques qu'il a fait en France, ça lui a servi pour partir en Angleterre et devenir ce qu'il est devenu en Oui, Angleterre. parce que je me souviens, en fait, il avait été, après l'OM, il avait été à Nîmes. Oui. Et il y a Après, Nîmes-Saint-Etienne, après une Montpellier. erreur d'arbitrage monumentale. Ouais. Il s'énerve, il prend le ballon, il le jette sur Ouais. l'arbitre. Il a dit, c'est bon, j'arrête. Il fait un essai en Angleterre à Sheffield, l'ancien club de Waddle, qui, je sais pas, ils veulent pas le... Il y a une histoire de Non. contrat, bref. Et puis il atterrit à Leeds, où c'est... Après Leeds, Manchester, et Ouais. c'est devenu le King. Quand il a arrêté sa carrière, la bourse, elle a chuté en Angleterre. C'est quand même incroyable. Une petite précision quand même. Il a réussi, et c'est le seul joueur français qui a réussi à faire chanter la Marseillaise à des Anglais quand même. Manu, c'est vrai. Contentieux, à Old Trafford. C'était un dieu vivant. Non, mais c'était- comme c'est on une voit belle des fois- personne, hein, c'est une belle personne. C'est une Ouais, très belle bah personne. oui. Quelqu'un franc du collier, je l'ai franc du rencontré, collier. dernièrement, grâce à son frère Jean-Marie, que je remercie et que j'embrasse. Et là, je l'ai vu dernièrement, d'une anecdote, il lui reparle. Il dit, tu sais, quand il se bat avec les supporters, et j'ai vu une vidéo là qui est récente, il est au Festival de Cannes. Et il dit, moi, je voulais pas parler à la presse. Et l'avocat du club, il dit, il faut que tu parles. Il dit, je veux pas. Donc il vient, il sort sa phrase, Les sardines. quand les mouettes suivent les chalutiers. Mais ils ont, et tu es mort de rire, parce qu'il raconte, il explique. Mais pendant une semaine, tous les médias anglais, ils cherchaient, mais pourquoi il a dit ça? Mais il a dit, moi, je dis ça, comme j'aurais dit. Voilà, c'est du Canto. Moi, c'était mon idole, enfin, une de mes idoles, parce que j'en avais beaucoup. Et mais cette époque, ça restera. Moi, je suis content, je le dis aux jeunes de maintenant, qui malheureusement. Voilà, quoi. On est passé de Amoros à Balerdi.
Je leur dis, nous, on l'a connu vraiment. Non, mais... J'ai pas connu Scoblar Manusson parce que je n'étais pas né, mais j'ai connu cette génération-là où il y avait des Amoros, des Foster, des Moser, des Boli, des Dimeco. Mais tu sais, dans les clubs, on raconte plus l'histoire dans les centres de formation. La vrai. preuve, il en est où Ali Lozic de Nantes a pris 2 ou 3 joueurs, il lui a dit, mais vous savez combien de fois Nantes a été champion? Il ne savait pas. C'est des mercenaires, moi. Il ne savait pas. C'est des mercenaires. Mais oui, mais tu peux l'apprendre quand même au centre de formation, de savoir l'histoire du club. Mais c'est ça le plus important. Aujourd'hui, on a des dirigeants, c'est des opportunistes, ces dirigeants-là. Ils viennent et on sait qu'un jour ou l'autre, ils vont partir. Mais ils s'en foutent du club, quelque part. Qu'est-ce qu'ils veulent? Briller dans un club compliqué et difficile, mais on peut réussir. Quand on réussit, on est acclamé, on est porté au nu. Et quand ça ne réussit pas, c'est compliqué, difficile à Marseille. D'accord? Et là, eux, ils s'en foutent du passé. Complètement. Des joueurs anciens. C'est vrai. Regarde aujourd'hui, triste, ouais. qui c'est qui a sauvé l'Olympique de Marseille? On en parlait hier soir, puisqu'on était à la diffusion d'un film. Les Minots. Des Minots. Les Minots. Les Minots, oui. Combien de fois ils sont invités au stade? Combien de fois? D'accord. Zéro. Tu trouves ça normal? Non, mais moi, je l'ai toujours dit. Tu trouves ça normal? Jean-Charles de Bono. Mais et Francini, Marcel de Falco, Francini, Pascal, Caminici, et Floss, Michel Floss, et tout Gransart. Ouais. Et on va pas Ils sont combien de fois invités au Marc stade de Lévy. Vélodrome? Jamais. Tu trouves ça normal, toi? Alors, c'est sûr que le passé, ouais, on est des vieux rabachois, on est derrière. Non, le passé, ça fait partie de l'histoire du club. Je suis Mais désolé. tu regardes en Allemagne, tu vois toujours les Rummenigge, les Lyonnais dans la tribune. Ils sont là. Ils font partie intégrante du Bayern. Mais c'est là que tu vois qu'on est en France, on a un problème avec la culture foot. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Manuel. Ce que tu dis, quelqu'un comme toi, je veux dire, tu arrives au stade, pas parce que tu es là. Tu sais ce que je pense de toi. On doit lui dérouler le tapis rouge, pareil. Des fois, mais il faut qu'on pleure pour avoir des places. Mais non, c'est pas normal. Il faut qu'on pleure pour avoir des places. Voilà, tu as des gens s'ils peuvent nous mettre au placard, ils nous mettent au placard. Mais parce que c'est des opportunistes, ces gens-là. Regarde combien de fois il y a des présidents délégués qui sont rémunérés. Il faut arrêter avec les présidents délégués. Tu as un président, c'est lui qui s'occupe du club. Je suis désolé. Alors, c'est comme ça. On va faire la transition avec les problèmes de maintenant, parce que l'air de rien, j'aimerais parler avec vous des autres sujets. Oui, Muso. Une petite anecdote justement à propos du passé. Je suis dans la salle de soins et il y a 3 jeunes du centre de formation qui s'entraînent avec les pros. Donc, je suis avec un et j'ai dit, on va faire parce qu'on parlait du football. J'ai dit, mais les gars, petite interrogation orale. Date de la victoire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Ne me dis pas qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ah non, là, c'est grave. Je te jure. Bon, pour moi, motif de renvoi. Il dit alors, faut écoutez, maintenant, ancrez-vous ça dans la tête, 26 mai 93. N'oubliez jamais cette date. D'ailleurs, ça fait 33 ans depuis. Voilà. Voilà. 33 ans, vous imaginez. Alors, on va enchaîner parce que malheureusement, quand on reçoit Manuel Amoros et Alain Soutanier, on peut faire des émissions de 10 heures, mais bon, on n'a pas le temps. On va parler de l'OM actuel. Alors, je voulais avoir vos avis. Bon, allez, on a la chance de faire des émissions. Souvent, on en a fait une il n'y a pas longtemps sur BFM Marseille. Manuel, je voulais avoir ton avis sur cette saison, sur tout ce qu'il y a eu, Benassia, Longoria, toute cette gestion de Zerbi. Pourquoi ça marche pas? Il faut leur demander aux dirigeants pourquoi ça ne marche pas. Mais moi, c'est ton avis. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis d'ancien. Moi, je pense que le problème qui est arrivé, c'est à Rennes. C'est à Rennes. Je crois que c'est le premier match de championnat. Où ils virent, où il y a soi-disant une bagarre ou d'une ampleur extraordinaire mais ils ne sont pas sortis, ils n'avaient rien. Rabiot et Rove, je crois. C'est ça. Tout à fait. Jonathan Rowe. Ouais. Oui. Et on n'a jamais su l'histoire. On n'a jamais su le fin de l'histoire. Pourquoi ils ne nous racontent pas ce qui s'est passé réellement? Je sais pas, moi, quand 2 mecs se battent, ils se donnent soi-disant des coups de poing ou des coups de tête ou des machins, où tu saignes quelque part. Ça arrivait les castagnes à ton époque. Mais ça arrivait. Tout le temps. Dimeco a dit qu'il s'est battu avec Boli dans le bus. Mais tout le temps. Dimeco qui l'a dit. Et dis-moi, ils se sont soi-disant bagarrés. Tu sais bien que le staff technique, ils sont 15. Ouais. Ils sont tous dans le vestiaire. Il y a les kinés, les médecins et les gens de la sécurité.
Ils vont pas les séparer, ils les laissent se battre. Mais au Real, tu as Valverde qui s'est battu avec Chouameni. avec Chouameni. Florentino Pérez, il a viré ni l'un ni l'autre. Non, mais il leur a donné 500 000 euros d'amende. Ben ouais, mais ça, tu peux, les amendes, ça me Mais dérange pourquoi pas. tu donnes pas 500 000 euros d'amende et tu offres à des associations de Marseille, à plusieurs associations. C'était des excuses, tu penses, pour le... Virer Rabiot. Ouais. Putain, mais avec la saison qu'il a faite. Ah, mais moi, je suis d'accord, c'est lui si qui tu es à t'a la Ligue des amené Champions, c'est à la grâce à Coupe- lui, à hein. la Mais c'est Coupe une d'Europe. bonne chose. C'est lui qui t'a amené à la Coupe d'Europe. Parce que c'est incompréhensible, en fait, sur Mais alors, pourquoi il ne nous explique pas réellement ce qui s'est passé? Pourquoi il ne nous explique pas? Aujourd'hui, Benassia ne nous explique pas pourquoi. Et Longoria non plus. Et le président non plus. Ensuite, Pourquoi on a... Après, je pense que les joueurs ont été marqués par cet épisode-là. Parce que Rabiot, je pense qu'avec son aura, son football, ce qu'il a porté, d'être international, ça a fait beaucoup quand même. C'était le taulier. Ça a fait, Il est devenu le taulier. Puis Milan, ils sont Et puis contents tu vois, d'avoir récupéré. Benjamin Pavard qui est arrivé, parce que c'est Rabiot qui l'a fait venir. Et si Rabiot il reste, je pense que Pavard ne fait pas une saison catastrophique comme il a fait. Je pense. Après, je peux me tromper. Mais ça a été une année indigne de l'Olympique de Marseille. Museau. Bon, même si nous, Mais je suis totalement d'accord avec Manu. Tout est parti de là pour moi. Ça a été un point de départ. C'était un point de départ. Bon. Ensuite, on a fait quand même une première moitié de saison très correcte. Très correcte. Et puis, il y a eu ce trophée des champions, après la trêve, contre Paris, où T'as failli gagner. on doit gagner ce match, Ouais, c'est dingue. Hein. et on le perd. Pourquoi? Match aller, tu gagnes Paris quand même. Hein. On a tendance à l'oublier, mais... Ouais. Ouais, enfin, c'est un championnat. Il y a un problème de concentration dans cette équipe, et je l'ai dit plusieurs fois, je me demande quand même, quand je vois la suite après, ça a été la chute après cette défaite contre Paris en trophée des champions, d'accord? Il y a eu une chute. Le 5-0, il te fait mal. Ouais. Oui. Je me demande, je ne sais pas ce qu'en pense Manu, pour moi, la préparation d'avant-saison est très importante. Très importante. C'est capital. C'est ce qui va déterminer, et Manu va me le confirmer. Tapi disait toujours, les gars, vous vous débrouillez comme vous voulez, aux préparateurs et aux entraîneurs. Je veux l'équipe au top au mois de mars. Voilà. Juste avant le Money Time. On a lâché. Il ne courait plus. Il y avait plus de gaz. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus de gaz. Alors, je me refuse à penser que les joueurs ne voulaient plus ou n'avaient plus envie. Ça, j'y crois pas. Je crois quand même qu'il y avait plus d'essence dans le moteur, quoi. Alors, Mais il n'y a pas de stabilité dans ce club. Non, ça, Parce que quand tu regardes, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de faire des mercatos été et hiver. D'accord? Et à Marseille, tu changes entre 7, 8, 10 joueurs. D'accord? Nous, à l'époque, Bernard Tapie le faisait aussi. Il changeait 7, 8 joueurs, mais ils étaient là pour la reprise. Alors qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour la reprise. Donc, il y en a qui commencent à la reprise, il y en a qui commencent 10 jours après, il y en a qui commencent 15 jours après, il y en a qui commencent 3 semaines après, il y en a qui commencent juste en début du championnat. Tu ne peux pas te préparer comme il disait Alain, il te faut une préparation pour pouvoir tenir toute une saison. C'est quand même long, une saison. En plus, il y a des internationaux, il y a énormément de matchs, si tu joues la Coupe d'Europe, donc il faut être prêt. Et là, il n'était pas. Est-ce que tu penses, Manuel, que... On a parlé de Rabiot Héros, moi je suis entièrement d'accord avec vous, donc pour moi c'est un gros gâchis, et ça part de là. Le cas de Zerbi, alors on dit oui, mais c'est lui qui a voulu partir, mais personne n'a voulu le retenir. Est-ce que ça a été une erreur selon toi de la direction, qui n'est plus, puisqu'ils sont tous partis? Non, mais quand tu as des gens qui commandent... Le cas de Zerbi, est-ce que des Zerbi commandaient? Est-ce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient? Bonne question. On parlait tout à l'heure, je disais, oui. Il ne faut pas de directeur sportif. Ils mettent toujours la merde. Ou alors, il faut vraiment un gars exceptionnel qui s'entende bien avec l'entraîneur. Et un directeur sportif, il prend toujours le aura par rapport à l'entraîneur et par rapport au président. Ils veulent se montrer. Soit l'entraîneur et le président s'entendent bien et tu as le directeur sportif qui met la merde parce qu'il voit qu'ils s'entendent bien. Soit tu as le directeur sportif qui s'entend bien avec le président et là, c'est l'entraîneur qui m'offre. Mais qui fait le recrutement? Longoria? Benassia?
Est-ce qu'ils en parlent à l'entraîneur? C'est l'entraîneur qui doit faire le recrutement. Peut-être qu'ils ne voulaient pas certains joueurs que les deux ont pris, et peut-être qu'ils voulaient d'autres joueurs qu'ils n'ont pas voulu prendre. Pourtant, l'an dernier, ça avait l'air de fonctionner bien quand tu termines deuxième. C'était le même trio. Mais quand ça fonctionne bien, Ouais. quand ça fonctionne bien, tu vois moins les petits problèmes, les petits soucis qu'il y a en interne. Mais c'est normal. Donc, C'est normal. Toi, De Zerbi, comment tu penses qu'il aurait fallu gérer, en sachant qu'on le sait, les 5 on comprend contre Paris, ils l'ont forcé à partir. Les personnes l'ont retenu. Écoute-moi, d'abord, c'est la stabilité d'un club. La stabilité d'un club, tu as une équipe, tu fais un projet sur 3 ou 4 ans, voire. Et tu changes que 2-3 joueurs par mercato ou par saison. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu changes autant de joueurs par mercato? Ça sert à rien. Un joueur, moi je joue avec toi. Toi, tu es devant moi. Moi, je sais comment tu joues. Toi, tu vas savoir comment je vais jouer si on joue quotidiennement et régulièrement. Ouais. D'accord? Mais si toi ou moi, on a quelqu'un de différent tous les dimanches, ben je ne m'adapte plus à la personne que j'avais. Comment je fais? Comment je fais? Au niveau des transferts, c'est allé, quoi. Je veux dire, il y en a eu. Quand tu vois tous les transferts qu'ils ont fait, je sais pas, je crois qu'ils ont fait je sais pas combien de transferts en espace de peu de temps. Mais c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que l'entraîneur voulait autant de joueurs? Parce qu'on a quand même, entre guillemets, sur le papier, on a quand même une belle équipe. C'est ça on a une belle équipe. Ça tenait la route. Mais elle tenait la route. Oui. Mais avec ces problèmes-là externes, ben, dans le groupe en interne, ça a explosé. Ça a explosé. Comment tu penses que le cas de Zerbi, il aurait fallu faire? Est-ce qu'ils auraient dû faire comme Macourt a fait avec Benassia, s'il te plaît, reste, on a besoin? Parce que là, bon, comme je le dis, il est parti de lui-même, mais bon, on n'a rien fait pour le retenir. Tu as raison de dire ça, on n'a rien fait pour le retenir. C'est ce que j'ai Mais le qu'est-ce qui sentiment. s'est passé? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé entre Benassia, Macourt, Longoria et De Zerbi? Est-ce qu'on sait quelque chose? On ne sait rien. Apparemment, des grosses tensions entre Benassia et Longoria. Oh, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a même des gens qui allaient espionner les séances, les joueurs, bon, des trucs à la rechercher de top. Maintenant, ils disent même que c'est à Bardonado la top. Enfin, ça part dans tous les sens. Après, il faut trouver un... Évidemment. Il faut trouver quelqu'un qui dit ça. Voilà. Mais il paraît que Longoria, il a pété un plomb, et Benassia aussi, qu'ils ont dit, tous les gens qui sont d'un côté, on va les mettre de l'autre côté. C'est-à-dire tous ceux qui sont au niveau du côté administratif, d'accord? Ouais. On va les enlever de là, on va les mettre sur Marseille, à la rue Prado, je crois. Tu vas payer 6 000 euros de loyer ou 7 000 euros de loyer, alors que tu as des locaux là-bas que tu payes rien, pour ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent ça et ça. T'as qu'à les attraper, les gens. L'an dernier, il faut les taper sur la table. Il faut dire, quand ils vont faire un stage en fin de saison en Espagne, avant d'aller là où ils étaient. À Marbella. Mais c'est que ils sont partis parce qu'il y avait des tops. Mais c'est nul, tu vas ailleurs pour faire la fin de saison parce que tu as des tops dans ton propre club. Ben oui, tu es revenu du stage, tu as perdu 2-0 à Lorient. Hein. Ouais. Mais ça coûte de l'argent. Aussi, ouais. Quand ils sont allés à Rome, là-bas, j'ai entendu dire, ou j'ai lu qu'ils avaient dépensé plus d'1 million d'euros pour faire 4-5 jours de stage. Mais il faut arrêter. Surtout que là, on est en difficulté. On est en difficulté. Tu en penses quoi, Alain? J'en pense... là, j'ai... Pour moi, le club, l'Olympique de Marseille, et on prendra l'exemple de Lens après, mais l'Olympique de Marseille, chaque fois qu'on a été champion, qu'on a gagné, ou même qu'on n'a pas gagné, mais ça allait bien quand même, c'est tout le monde allait dans le même sens. Tout le monde allait dans le même sens et il y avait de la confiance. Les joueurs faisaient confiance au médical, ils faisaient confiance aux techniques, le médical et le technique communiquaient. Moi, j'ai connu des entraîneurs qui ne nous disaient même pas bonjour à la fin. C'est pour ça que je suis parti. J'ai demandé à partir parce que l'entraîneur, il te croise dans le couloir, il te dit même pas bonjour. Ou alors s'il te parle, c'est pour te dire « Oh, lui, il est prêt quand ?» Dis-moi bonjour d'abord. Ouais. Dis-moi. Il faut respecter tout le monde. Évidemment. Il faut respecter tout le monde. Évidemment. Et quand nous avons été champions, l'administratif était avec nous. L'administratif était avec nous. Voilà. Et scinder, ça veut dire on n'a pas confiance. Et si on n'a pas confiance, tout le monde va se regarder de travers, dire c'est lui, c'est pas lui. Il faut choisir les gens, c'est tout.
Il faut choisir les bonnes personnes et mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est pas Et puis compliqué. au niveau football, tu as un budget. Un budget, tu ne le dépasses pas ton budget. Moi, je ne comprends pas comment la DNCG n'arrive pas à dire au club, restez à l'équilibre. Vous avez, je dis n'importe quoi, 300 millions d'euros de budget, vous dépensez 310, 320, mais pas plus. Mais attention, c'est 310, 320. L'année d'après, il faut avoir 300, pas plus. Mais on dépense de l'argent tellement pour acheter des joueurs à 30 millions, 40 millions, et qui valent pas un P, Les et droits- qui sont pas faits pour Marseille. T'as les droits télé qui Les sont droits baissés. TV, genre, ouais. Mais bon, ça fait rien. Tu voulais en parler tout à l'heure, je crois. Tu as dit, on va en parler. Ils ont combien de déficit, Marseille? Plus de là, 100 on est millions plus d'euros. de 109 millions. je crois. L'UEFA, c'est pas sûr qu'ils te donnent l'autorisation si ils comblent pas. Et justement, Donc, là, tu me je fais- sais pas, moi. Tu me fais la passe D, Manu, c'est très bien. Donc, l'OM déficitaire, on ne joue pas la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, on est d'accord que c'était important et financièrement et sportivement. C'est ce que je dis des fois à des amis quand ils me disent oh, on n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Je dis mais oui, mais tu as besoin de. Et là, apparemment, Greenwood s'est fait, s'en va. Alors, on parle de la Roma. Non, mais tu es obligé de vendre C'est aujourd'hui pour être en équilibre par rapport au fair play Et tu perds, de l'UEFA. Tu vends tes meilleurs joueurs, donc Ah oui. Greenwood. Quel avenir, Manuel, pour l'OM On n'en sait rien. Il y a un nouveau président qui arrive Ouais. et il arrive que le 2 juillet. Ah, c'est bien. C'est bien. Hein. Si c'est... Extraordinaire. Hein. Et je pense que le travail, il commence aujourd'hui. Hein. Dès le dernier match de la saison, il commence le travail. Il aurait dû commencer bien avant déjà. Dès le dernier match de la saison, il commence le match. Déjà, il aurait dû faire une liste, peut-être qu'il a fait, hein, de dire un tel, on ne veut plus. Voilà, on est dans le fair play financier, on est dedans, il faut qu'on récupère de l'argent pour sortir de là. Tu as tous les retours de prêt. Les Depay, les Cornelius, Garcia, Mopé. Mopé. Garcia. Il y a Mopé Ouais, aussi. Nil Mopé qui va revenir. Et comment va se défaire de Kondogbia, Ah, lui, c'est un problème. qui a joué, je sais pas, mi bout à bout, il a dû jouer 3 matchs complets, quoi. Toujours blessé, gros Je salaire. dis bien complet, parce qu'il a été titulaire, je sais pas, une dizaine de fois ou 12 fois ou quelque chose comme ça. Allons chercher des Allemands, allons chercher des Scandinaves, allons chercher des Ukrainiens, allons chercher ces pays-là, des pays de l'Est. On a des très très bons joueurs, on n'y va pas, on n'en prend pas. On va chercher des joueurs qui ont fait un salaire à 500 000 ou 600 000. La masse salariale, elle explose à Marseille. Tu trouves ça normal pour des gens qui n'ont pas le rendement par rapport au salaire qu'ils ont? On le voit avec Cheva, là, de PSG, là, qui vient d'un pays qui n'est pas spécialement un peu. Kvara, c'est époustouflant. Ce pas garçon, mal. il a les Cheva. crocs qui traînent par terre, quoi. Il est C'est un top il joueur. défonce, ça. Bruno Genesio, que tu as connu en tant que professionnel, comme coach à l'OM, tu en penses quoi? Pas terrible. Galtier non plus. Galtier non plus. Non plus. Non, pourquoi je dis ça? Parce que Genesio, je le connais un peu. Je pense que pour être à Marseille, il faut quand même un entraîneur déjà d'expérience, même s'il a de l'expérience de l'entraîner, il faut qu'il soit costaud. Marseille, Rennes, c'est pas l'OM. Rennes, c'est pas l'OM. Lille, c'est pas l'OM. Là où il a entraîné en Chine, je crois, ou en Chine, je crois qu'il a été. C'est pas l'OM. L'OM, il faut être très solide, moralement, mentalement, dans les bons moments, comme surtout dans les mauvais moments, parce que dans une saison, tu risques d'en avoir des mauvais moments. Et Galtier, on nous dit, ouais, mais c'est un enfant du pays, il est là, il connaît l'environnement, il connaît tout ça. Non, ça fait 50 ans qu'il est parti. Hein. Ça fait 50 ans qu'il est parti. Il n'est pas au club, hein. Il n'a jamais été au club, hein, à part quand il a joué. Hein. Mais après, il n'a pas Il a été été là. adjoint de Perrin. Oui. Voilà. Adjoint, c'est pas être Non, premier. on est d'accord. L'environnement. Adjoint de Perrin à Lyon. À Non, Lyon. non, à Marseille aussi, rappelle-toi. Si, il était adjoint à l'époque. Oui, oui. Bon, Mais l'environnement. bon, il n'a pas été coach principal, ça c'est Mais une l'environnement, certitude. il a complètement changé quand même mais aujourd'hui. c'est Hein. pas la même chose. L'environnement, il a complètement changé. Hein. Complètement. Donc moi, je mets un haut là-dessus. Tu sais qui je verrais, moi, comme entraîneur? Je vais te poser la question. Voilà. Tu vas rigoler, hein. Tu vas rigoler, hein. Ali Lozic, l'entraîneur de Nantes. Ah non, moi j'aime bien. Ce qu'il a fait avec l'Algérie en sélection. Mais tu as vu ce qu'il a fait le dernier match Oui, oui, oui. devant les supporters? Ouais, ouais. Bah, il n'a pas peur, le mec. Excuse-moi du terme, mais les couilles qu'il a eues. Ah oui. Et lui, il est capable de dire au président, vous, c'est là-haut. Hein. Moi, c'est le terrain. Hein. Il y a juste son âge, le problème, Manu. 73 ans, ça va, il est encore jeune. Il a fait un malaise. Oh, je crois. tu as vu avec les joueurs moyens qu'il avait, le match qu'il nous a fait contre Marseille? Tu as vu ça? 3-0. Si 3-0, si on n'en prend pas 6,
Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas en prendre 6. Hein. Ils ont été maladroits devant le D'ailleurs, but. tu Hein. penses en parlant de ce match. Mais tu vois, moi, je le mettrais. Tu le signes un an Ouais. pour remettre tout ça. Un joueur qui va dire ah ouais, mais moi, j'ai mal là. Ouais, t'as mal là. Moi, quand j'avais mal là, parce que c'est un joueur de football, c'était un super joueur. Il a joué à Nantes. C'était un super joueur. Et tu peux pas dire à quelqu'un qui a joué au football, moi j'ai ci, moi j'ai ça, tiens, j'ai mal à la tête, j'ai mal au pied, j'ai mal ici. Non. Lui va te dire, oh, à Marseille, hein, c'est pas comme où tu étais là avant. Hein. Marseille, il faut te mouiller le maillot, te sortir les tripes, se battre. S'il faut donner des coups, ben, tu envoies, même si tu prends des cartons rouges. Moi, Vaïd, j'aime bien. Bon, là, je t'avoue que je sais pas si ça peut le faire. Mais non, ça ne le fera moi, je jamais. garde un très bon souvenir quand il a pris la sélection algérienne. Ouais. Moi, qu'en Algérie, c'est Marseille coefficient 10 parce que là-bas, la passion est. Mais s'il prend Nantes un mois ou 2 mois après, avant, Ça il passe. les sauve. Hein. Oui. Et il les sauve. Hein. Et je pense qu'il a un discours qui peut plaire aux supporters et qui peut plaire aux joueurs. Et en dehors de Vaïd, tu as un autre nom? Non. Tu n'as pas quelqu'un qui devient. Non. Et toi, Muso? Genesio, tu en penses quoi? Genesio Galtier, tu en penses quoi? Bon, toi, je sais que tu voulais Laurent Blanc. Il a dit, la dernière fois, on a fait l'émission, il a dit, pourquoi on dit jamais Laurent Blanc? Non, mais pourquoi on ne prononce jamais son nom? C'est pas que je le veux. C'est que je sais qui c'est, je sais comment il fonctionne. Ils l'ont carré à Lyon, on est d'accord? Oui, ils l'ont pas, oui. Je sais que toi, ça, Et Laurent Blanc, on est à table, et le téléphone qui sonne, c'est le Graët, je réponds pas. Pourquoi tu réponds pas? Parce qu'il va vouloir savoir la composition de l'équipe, et c'est pas son problème. Il a raison. Voilà. Et voilà comment fonctionnait Franz Beckenbauer aussi. Voilà. Moi, je fais une association entre les deux. Pour moi, ils se ressemblent. Au niveau caractériel, au niveau idée. Laurent Blanc et Franz Beckenbauer, pour moi. Ils jouent au même poste déjà. Oui. Et Laurent, c'est quelqu'un de juste, déjà. C'est quelqu'un qui ne se fera jamais marcher sur les pieds. Mais c'est un calme. C'est un calme. On en a marre d'avoir des bouillonnants. Ceux qui bouillonnent, ça excite tout le monde et c'est pas bon. Justement, ça, c'est l'éternel débat. C'est pas bon. Mais Est-ce comme qu'il faut entraîneur sanguin, de est-ce qu'il caractère, faut- ben, il y a Duprat, il y a Antonetti. Antonetti, C'est des C'est entraîneurs peu- quand même Ouais, mais pour l'OM, un je peu pense que sanguins. ouais, mais c'est Et pourquoi peu- ça ne marcherait pas à À l'OM? Duprat, je ne le verrais pas du tout. Ah bon? Et Antonetti, Moi, je trouve que c'est des comme tu as dit tout à entraîneurs l'heure pour Genesio, qui peuvent être dans des situations à Marseille qui peuvent leur convenir. ouais, moi, comme tu as dit tout à l'heure, pour Duprat, Evian Antonio Gaillard, c'est pas Marseille. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il fait lui maintenant. Je sais même plus où il est. Et il Dans travaille l'état sur de RMC Toulouse. un peu. Ouais, mais il Non, il n'entraîne plus là en ce moment. Messieurs, on va ouvrir la page équipe de France, évidemment. Alors, Manu, on va parler de tes Coupes du Monde parce qu'on s'est régalé. On a souvent parlé. Donc, je rappelle voilà, que tu avais été élu meilleur joueur français de l'année par France Football en 86, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde en 82. Non, j'étais deuxième parce qu'il y avait Whiteside, un Irlandais qui était un peu plus jeune que moi. Il avait été meilleur joueur, le plus jeune. Ouais. Bon, ben, écoute, C'est pas grave. Hein. Ouais, mais bon. Merci. Ouais, du ben, quand même. compliment. Quatrième au Ballon d'Or en 86. Deuxième de la Coupe du Monde derrière un certain Diego Armando Maradona, ce qui n'est pas rien. Équipe de France, tu as été longtemps recordman, 90 sélections. Un but contre la Belgique, Ouais, sur penalty. juin 86. Comme quoi j'en réussis. Hein. Hein? Comme quoi j'en réussis des fois. Hein. Non, penalty, tu es plutôt bon un peu. sur le Ouais. penalty. C'est celui qui tire pas qui marque pas. Ah, ben ça, c'est comme lui qui joue pas au loto. Bon, champion d'Europe des Nations en 84, on va en parler avec ce fameux carré magique. Alors, on parle Coupe du Monde parce que dans quelques jours, il y a la... Non, le plus beau carré magique, c'est en 82. Gengini, Platini, Giresse et Tigana. Je sais que toi, tu insistes pour que Ah, Tchouki, ben, Gengini dit ben, Tchouki, oui. qu'on oublie souvent, c'est vrai tu te qu'on rends compte oublie. le sacrifice qu'il a dû faire pour que Giresse et Platini organisent le jeu et que lui, il reste avec Jean Tigana à la récupération. Mais tu avais un milieu de terrain qui était techniquement, mais pouah. Alors nous, on en a souvent parlé, Manuel, malgré que la France a gagné quand même 2 Coupes du Monde après ta génération, 98-2018, beaucoup de gens, plutôt de notre époque, disent qu'ils ont plus vibré avec ta génération qu'en normal. 98,
Comment tu Mais l'expliques? c'est normal. Chacun vit à son époque. Et la vie leur correspond complètement dans le monde du sport. Il n'y a pas eu que le football. En 84, il y a eu aussi champion olympique. Juste après le championnat d'Europe, les Avec Français, Zu. avec Zu, avec Cuben, avec pas mal de joueurs avec beaucoup de talent. Mais on s'en souvient presque plus. On a fait les Jeux Olympiques à Paris. On en a vu quelques-uns, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors qu'on a été... Et depuis 84, on n'a jamais été champion olympique. Après, je crois qu'il ne faut pas mélanger non plus tous ces matchs-là. C'est en termes d'émotion. C'est en termes d'émotion. Hein. Ouais, en termes d'émotion, nous on l'a vécu de l'intérieur, mais même les gens de l'extérieur, quand par exemple on parle du match à Séville 3-1 contre les Allemands, tout le monde avait ouvert la bouteille de champagne, avait fait sauter déjà les bouchons, ils se servaient, ils commençaient à boire. Mais voilà, quand tu vis cette époque-là, avec ces matchs-là qu'on a fait, puisque personne ne nous attendait à ce niveau-là, ça reste l'époque où l'équipe de France a eu un sursaut par rapport à 78, qui était en Argentine, et après qu'il y a eu un élan extraordinaire pour que l'équipe de France monte. Parce qu'à l'époque, on perdait tout le temps contre les pays de l'Est, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Tchéquie, tous ces pays-là, ils étaient supérieurs à l'équipe de France. Mais maintenant, aujourd'hui, ces pays-là, en plus la Yougoslavie a explosé, mais tu leur gagnes 3, 4, 0, 5, 0. Donc, et encore, c'est pas mal. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les équipes qu'on rencontrait, elles étaient fortes. Elles étaient très fortes. Et aujourd'hui, je trouve que l'équipe de France, quand on rencontre... je prends un exemple. Il y a eu dernièrement un match Brésil-France. Ouais. Oh, est-ce que tu as reconnu l'équipe de Brésil? Non, ça joue au football. Oh, moi, j'ai joué contre l'équipe de Brésil en 86. Socrates, Alemão, Zico, Branco, Müller, Carica. Tu te rends compte de cette équipe du Brésil que j'ai rencontrée? Carica qui avait ouvert le score contre vous. Tu te rends compte de l'équipe du Brésil que j'ai rencontrée? Et cette équipe de Brésil qu'ils ont rencontrée là, il y a 1 mois et demi, 3 mois, et même la finale de la Coupe du Monde en 98, ils ont rencontré une équipe du Brésil, mais ça valait pas un P. Pourtant, tu avais Ronaldo et Hermaf à l'époque. Hein. Ouais, mais bon, c'était pas non plus extraordinaire. Hein. Mais depuis qu'ils en ont pris 7 contre les Allemands, hein, le Brésilien. Ouais. Alors, cette époque-là, parce qu'on va en parler, cette époque... L'équipe de France de l'époque Manu Platini, 82, 86. Quel souvenir toi tu gardes? Alors, moi je garde le souvenir que je rentre à l'Olympique de Marseille en 83 et qu'il va y avoir le championnat d'Europe en 84. Et là, je ne sais pas comment avoir des places. Et je m'adresse à Gérard. Je dis, Gérard, toi tu dois pouvoir acheter, il me faut 8 places. Est-ce que tu peux t'en occuper? Il s'en est occupé. Il n'a pas dit une museau, 8. Hein. J'ai eu 8 places. On est allé à 8 copains. Et si tu veux, je te raconte une anecdote. Vas-y, je t'en prie, museau. Vas-y. Et on y va à 8 copains voir ce France-Portugal, demi-finale. Et le stade archi-comble, plein. On était à tribune gagnée. Et avant le match, on entend derrière nous, on entend parler anglais. Ça parle en anglais. Donc, des gens d'un certain âge, 40, 50, 55 ans. Bon, ok. Et le match débute et je vais essayer de la faire courte. Et Jean-François Domergue marque 2 buts, ce qui est assez surprenant quand même. Et surtout le premier, parce que tout le monde pensait que c'est Platini, c'est sur un coup franc, à entre 18 et 20 mètres. Hein, tout le monde pensait que ça allait être Michel Platini qui allait tirer le coup franc, et c'est Jean-François Domergue qui tire et qui marque, qui égalise. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, il y en a un qui me tape sur l'épaule derrière. Et en anglais, il me demande qui c'est le numéro 3 là. J'ai dit Jean-François Domergue. Girondin de Bordeaux. Il jouait là-bas Je ne me rappelle pas. Il jouait pas à Marseille. Domergue a joué à Bordeaux. Oui, il a joué à Bordeaux. Pas à Marseille. Je me rappelle de quand. Il a joué à l'OM. Oui, Domergue, il a joué à l'OM. Il a joué à l'OM, mais il a joué à Bordeaux. À Bordeaux, je ne me souviens pas. Bon. Toujours est-il, j'ai dit, voilà, Jean-François Domergue, ok. Et le match se déroule, et il y a la mi-temps. Et à la mi-temps, avec les copains, pourquoi ils parlent en anglais derrière?
Et on parle un peu en anglais, on dit vous êtes venu d'Angleterre pour voir France-Portugal, qui vous êtes, quoi. Et là, il y en a un qui me dit nous sommes des entraîneurs anglais. Monsieur Bobby Robson, un sélectionneur national, un tel entraîneur de Chelsea, l'autre entraîneur d'Arsenal, l'autre entraîneur de Manchester City. Enfin bon, bref. Et j'ai dit, oh les gars, il y a des entraîneurs anglais derrière et tout. Bon. Et le match se joue et il y a ce fameux but de Platoche à la dernière minute qui nous qualifie. Le stade s'effondre, tu vois une vague qui descend comme ça. Et moi, je me retourne, j'étais en folie. Je prends l'entraîneur qui était derrière moi, je ne sais même pas lequel c'était. J'ai fait un bisou sur la bouche. Et à la fin du match, je me retourne et je dis au revoir et bonne chance pour vos équipes respectives. Et le mec, il me dit thank you very much, but next time, please, don't kiss me. Ça se fait pas chez les Anglais de s'embrasser. Mais tu vois, comme la vie elle est bien faite et que c'est extraordinaire. Je me fais expulser le premier match et Jean-François me remplace. Et il a fait un tournoi extraordinaire. Si je me fais pas expulser, il est remplaçant. Tu te fais expulser. Et il y a un certain Patrick Battiston à la fin, qui simule une blessure pour la plus grande colère de Michel Hidalgo ça peut te donner une idée de l'état d'esprit qu'il y avait dans cette équipe-là. Tu te rends compte? Et je crois que tu as dit dans une interview, je ne sais pas si moi-même je l'aurais fait. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui. C'est beau quand même, Battiston. Ouais. Battiston. Alors, mais il faut y penser déjà. Il faut y penser. Et comme tu l'as dit, c'est déjà l'état d'esprit, ça tranche avec, je m'excuse, mais quand Leboeuf, en 98, il embrasse Bilic, le mec qui a fait expulser Laurent Blanc. Moi, je trouvais ça dégueulasse. Voilà. Ça fait énerver mon museau. Ça fait tâche. Mais c'est pas beau. Attends, ok, grâce à lui, tu as joué la finale, mais par décence, pour ton coéquipier, tu vas pas l'embrasser. J'ai une question à te poser concernant Manu. Oui. Si je te dis frappe sur la barre transversale à la Coupe du Monde, ça te parle ou pas? Oui, ça me parle, mais c'était quel match? À 30 secondes de la fin, du temps réglementaire. Allez Manu, vas-y. Non. Demi-finale en 82 contre les Allemands. Et derrière ma frappe, Didier Six, s'il reprend de suite, il peut marquer. Il contrôle, il se fait contrer. Et sur l'action qu'il y a, le contre qu'on prend, Paul Breitner, je ne sais pas si tu te rappelles, il frappe Jean-Luc Latori, il la sort comme ça. Il recourt Paul Breitner pour reprendre le ballon. Et Jean-Luc, il se lève et Jean-Luc Latori la pousse avec la main pour l'empêcher. Sur la même action, pratiquement sur le contre. Match de légende. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui vont regarder l'émission, on est en Espagne, à la Coupe du Monde en 82. La France est la révélation de cette Coupe du Monde. Où il y avait en perdant le premier match contre l'Angleterre 3-1. En perdant contre l'Angleterre. Une parenthèse, il y avait aussi l'Algérie qui avait fait fort en battant ses Allemands 2-1. Avec notamment Madjer Belloumi et le match de la honte. Ouais, le match de la honte. Autriche-Allemagne qui se sont arrangés, marché. 0-0. Oui, ils avaient arrangé. Et c'est depuis ça que d'ailleurs, pour éviter les matchs arrangés, ils programment les matchs en même temps. Donc on a cette équipe de France où on a Jean-Luc Ettori à l'époque dans les bois, qui était Marseillais, qui n'a jamais joué à l'OM. Alors tu sais pourquoi il a été titulaire pendant la Coupe du Monde? Tu veux que je t'explique pourquoi? Non, dis donc. Parce qu'à l'époque... Qui était ton coéquipier à Monaco. Exactement. À l'époque, il y avait la concurrence. Ça s'appelle de la concurrence. Et aujourd'hui, il n'y en a plus de concurrence, malheureusement. C'est établi. Gardien ou un arrière, machin, il n'y a plus de concurrence. À l'époque, ça existait la concurrence. Il y avait tel joueur. S'il montrait à l'entraînement qu'il avait plus d'envie, plus de capacité que l'autre, il jouait. Et l'entraîneur, à cette époque-là, l'entraîneur de gardien, c'était Kurkovic. Tu connais Kurkovic? Ivan Kurkovic, qui était à Saint-Étienne. De Saint-Étienne, dans la grande époque de Saint-Étienne. Et Michel Hidalgo, il avait pris comme entraîneur. Donc, il y avait Dominique Baratelli, Jean Castaneda et Jean-Luc Ettori. Castal était déjà là. Normalement, Baratelli, c'était le premier. Baratelli, il y avait Jean Castaneda et il y avait Jean-Luc Ettori qui sortait en dernier. Normalement, c'était l'ordre défini par tous les journalistes, par tout le monde.
Et on débute le stage à Font-Romeu et on commence à faire les entraînements, les matchs, les machins. Eux, ils s'entraînent à part, ils font du spécifique et tout. Et premier match contre l'Angleterre. Hidalgo, il va voir Kurkovic et il lui demande qui c'est qui doit jouer. Kurkovic lui dit Jean-Luc Ettori. C'est lui qui a été le meilleur. Et Jean-Luc Ettori, il a joué. Et il n'a pas sorti jusqu'à la fin. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, des gardiens du gabarit d'Ettori, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Mais on s'en fout. Non, mais aujourd'hui, dans les normes du football, tu n'as plus des petits gardiens. Non, tu as plus. Oh, tu en as encore. Ettori, il faisait quoi? Comment il s'appelle celui de Nantes, là, qui était à Lyon? Lopez. Ouais. Il est petit aussi, Il est il n'est pas très grand. ouais. Et je te finis l'histoire. Et donc, Jean-Luc Ettori joue jusqu'à la fin. On perd en demi-finale. Match pour la 3e et 4e place. Michel Hidalgo, paperboard. On arrive, il dévoile Dominique Baratelli. Dominique Baratelli se lève, il dit « Coach, je vous remercie beaucoup, mais je ne joue pas. » Il a peur. Non, pas du tout. Mais comme il pensait que lui, il allait faire sa Coupe du Monde à lui, puisqu'après, il a arrêté l'équipe de France. Marronné, comme dit à Marseille. Ouais. Il a dit ça spontanément, Ouais. mais sans aucune agressivité. Il a dit, coach, non, moi, je ne joue pas. Et Michel Hidalgo dit, ok, d'accord, pas de problème. Jeannot, oui, je joue. Il a joué contre la Le Pologne. fameux match des Ouais. coiffeurs. Non, 3e et 4e place quand même. Oui, ça, mais c'est non, important. c'est surnommé le match des Ouais. coiffeurs. C'est pas moi. Hein. Donc c'est ça l'histoire un peu, et je trouve que c'est beau, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre les gardiens. C'est Mac Mayan qui va jouer, ou c'est un autre, mais il n'y a pas de concurrence. Dans n'importe où, il n'y a pas de concurrence. Et c'est ça qui est terrible. À l'époque, Manu, tu dois certainement te rappeler, Museau aussi, il y avait eu le fameux débat quand il avait été suspendu entre Barthez et Coupé. Et que Barthez, ils avaient monté, je crois que je ne sais plus, il y a Font-Romeu où je ne sais plus où ils étaient, et que Barthez, il a simulé une blessure, il a dit non, j'ai mal, et Coupé, il a flippé, il a dit attends, j'ai fait une saison extraordinaire avec Lyon à l'époque où Lyon marchait. Et bon, pour moi, il n'y a pas photo entre Barthez et Coupé, hein, je pense que Barthez... à l'époque, Barthez en équipe nationale, il n'a jamais trop déçu quand même. Mais bon, quand même, ça a été un très grand gardien qu'on ait eu. Mais tu penses que Coupé était meilleur que... Non. Ah, voilà, on est d'accord. Non, on est d'accord. Non, c'est ce que Barthez, il était... Voilà. Mais à l'époque, comme il revenait de suspension, quand il avait craché sur un arbitre au Maroc, donc il jouait plus, il était même revenu à l'OM et tout. Je veux revenir sur ce match qui a marqué le football français et tous les Français. Ce match contre les Allemands où la France gagne 3-1 et c'est une des plus douloureuses remontadas du football français. Alors je sais que c'est toujours un plaisir d'en parler. Alors il y a une grosse injustice aussi. Il y a un arbitrage. Quand Schumacher tamponne Battiston et qu'il ne prend même pas un carton jaune. Même pas un jaune. Alors qu'il y avait les dents de Battiston qui étaient autour, malheureusement, de sa mâchoire. Vous avez eu peur tout ça à ce moment-là. Oui. Alors, sur le coup, on n'a pas fait attention parce que le jeu ne s'est pas arrêté tout de suite. Il a continué un petit peu à jouer. Et quand l'arbitre a arrêté, M. Corvert, tu te rappelles cet arbitre? Il était, je crois, néerlandais. Hollandais. Et il parlait allemand. Et tout le match, il a parlé allemand avec les Allemands. Comme par hasard. Mais ils étaient chargés, les Allemands. Oui, comme des bœufs. Ah ouais, ils étaient chargés. S'il y avait eu des contrôles, je crois qu'ils ne passaient pas. Hein. D'ailleurs, je crois que tu as gardé le maillot tu m'avais dit, il te va au genou. Ouais. C'était Brigel. Hans-Peter Brigel. C'était une montagne. C'était une montagne. Côté allemand, on rappelle pour les petits jeunes qui nous reçoivent, c'était un certain Karl-Heinz Rummenigge, il y avait Liedbarski qui a joué. Il y avait Paul Breitner qui était sa dernière équipe. Schumacher dans les bois. Il y avait Stidicke. Il y avait Roubesch qui marque le 3e but. Ah, nous, on met 2 buts. Il marque le 3e but, il marque le penalty. Et on met, nous, 2 buts d'anthologie. Giresse, le poteau. Non, d'abord, Marius Trésor. Marius, la reprise de volée. Non, les deux, ils sont magnifiques. Ah oui, ouais. Tu peux nous faire revivre ce... Oui, c'est des moments extraordinaires. Quand tu es sur le terrain, tu te dis, ça y est, 3-1... Il n'y a plus rien qui peut nous arriver parce qu'en plus, on n'avait pas la maîtrise du jeu, mais on avait un petit ascendant sur les Allemands. D'autant plus qu'on est dans les prolongations. Oui, mais avant ça, il nous fait rentrer Rummenigge. On savait qu'il était blessé.
C'est pour ça qu'il n'a pas joué tout le match. Il est rentré, il était remplaçant, il est rentré, je crois, à 3-1, il est rentré. Et on savait qu'il était blessé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de revenir un petit peu en arrière et faire un peu, entre guillemets, le catenaccio, on a voulu continuer à jouer au football. Et sur l'action qu'il y a sur Rummenigge, il y a une action où on peut le taper un peu, tu vois, un peu, si on avait été un peu vicieux, comme certains joueurs sont, quand ils savent que tu as un peu mal, bah, ils te rentrent dedans là où tu as mal, et après, tu reviens plus, quoi. Hein. Et là, on n'a pas été vicieux, on n'a pas été malin, et on aurait dû avoir peut-être une petite agressivité sur Rummenigge pour qu'il ne nous fasse pas chier. Ouais, et en fin de compte, il rentre et il nous marque un but qui nous fait mal, très, très, très mal. Tu as Fischer qui met un ciseau retourné, je crois. Ouais. Fischer qui met. Alain, quel souvenir tu gardes de cette fabuleuse époque et cette équipe Je vois quand ils reviennent 3-2, Rummenigge il s'empare du ballon et il fait comme ça. Ouais. Schnell. On n'a pas le temps. Allez, vite. C'est ça les Allemands. Qu'est-ce que tu veux faire? D'où la phrase de Gary Lineker, le football se joue à 11 et à la fin sur les Allemands qui sont cruels. Ouais. Mais ils nous ont régalé quand même. Tu en avais voulu une émission, tu m'avais dit à ton pote Gengini parce qu'il était blessé et qu'à la fin, il n'y avait plus personne. Quoi. Alors on disait tout à l'heure, on parlait un peu des joueurs, tu parlais de Alof qui était blessé et qu'il avait des problèmes. Gengini, il avait mal, hein, une cheville où je ne me rappelle plus où il avait mal. Et il a joué un petit peu, mais il n'a pas pu jouer complètement. Et je pense que si Gengini ne sort pas, on gagne le match. Il a mis un sacré coup franc contre l'Irlande du Nord. Non, contre l'Autriche. L'Autriche. Contre l'Autriche, on gagne 1-0. Il était à 25 mètres en pleine lucarne. Il a joué à l'OM, hein, tout ouais, oui. 88. Et je pense que cette blessure et cette sortie de Gengini nous a fait du mal au milieu de terrain. Tu avais Janvion aussi qui jouait à l'époque, non? Il jouait avec Marius Trésor dans l'axe, Max Boussis à droite et moi à gauche. Incroyable. Et après, donc on fait 3-3, penalty. Michel Hidalgo n'avait rien préparé parce qu'il ne pensait peut-être pas qu'on allait gagner ou arriver au penalty. Donc, il se retourne, on était morts, hein, on était allongés, on avait des crampes. Je revois les images. Et il a du mal à trouver 5 joueurs. Il demande à Tigana, ah non, quoi, je ne peux pas. Il demande à Bossi, ah non, je ne peux pas. Il demande à Javier, ah non, je ne peux pas. Il demande à Trésor, ah non, je ne veux pas. Et il a du mal, il vient me voir. Il me dit, Manu, tu vas tirer. Je dis, mais quoi, je suis le plus jeune, c'est pas à moi à tirer. Ouais, non, tu vas tirer. Tu étais un minot à l'époque. Mais j'avais 20 ans. Voilà, Coupe du Monde, demi-finale. Mais il m'a imposé de tirer. Parce qu'il n'y a personne qui voulait. Il savait que je tirais à Monaco. Ouais. Mais attends, Coupe du Monde, demi-finale, le plus jeune, alors qu'il y avait Trésor qui était le plus ancien pratiquement, qui n'a pas voulu le tirer, que Janvion, il n'a pas voulu le tirer, que Bossis, il n'a pas voulu le tirer, que Tigana, il n'a pas voulu le tirer. Dis-moi. Trésor, c'est en 86 qu'il le rate. Face au Brésil, non, c'est ça? En 86. Pas Trésor, Max Bossis. Non, c'est Platini qui rate en 86. Oui, ça je me rappelle, il tire en l'air. Non, c'est Bossis qui rate le 6e. C'est ça. Et Roubesch qui marque. Je revois sa tête à genoux. Mais tu te rends compte qu'il m'a imposé de tirer le penalty. À 20 ans. À 20 ans. Et je ne pouvais rien dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, quoi, je ne veux pas tirer. Non, j'ai tiré. Alors, tout à l'heure, on parlait d'Ettori. Et moi, j'ai souvent lu des interviews où il disait que pendant des années, en France, il se faisait insulter dans tous les stades parce qu'on lui mettait la défaite, alors que bon, il était pour rien, quoi. Il met le ciseau de notre monde. Et que ça avait été. Puis il arrête le pénalty de Sélique. Oui. Et derrière, Six le manque. Ouais, parce que s'il le réussit, on a peut-être la finale. Mais ça vous a aidé, là on est en 82, pour être après champion d'Europe. D'ailleurs, on vous surnommait à l'époque les Brésiliens d'Europe. Ouais. On a eu une énorme dynamique à partir de cette Coupe du Monde. Je pense que l'équipe de France et les dirigeants ont pris confiance en eux, en disant aujourd'hui, voilà, on est arrivé à faire ça, on peut rivaliser avec des grosses nations du football, comme l'Allemagne. Et on a pris conscience, ils ont pris conscience qu'il fallait faire des choses qui pouvaient faire avancer le football français. Et que de mieux que la qualification était en poche pour 84, puisqu'on n'a pas fait de match de qualification. Donc on a eu tout ce temps de préparation, de pouvoir arriver vraiment au top niveau à ce championnat d'Europe.
Il y a eu en 82. Tu te rappelles qu'il y a eu une grosse histoire en 82 quand même. Oui, Larios Platini. Voilà. Ouais. Et quand on dit que Michel Hidalgo et que c'est Platini qui faisait la sélection, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, puisqu'il a pris l'Arios, hein. Il a fait jouer le premier match. Après, on l'a plus revu, je suis d'accord. Mais tu sais, gérer un problème comme ça, Ah, c'est compliqué. dans tous les journaux qu'il y a eu pendant des mois et des mois, et à la Coupe du Monde, qu'il fallait faire des photos ensemble, parce que quand les sponsors, on a fait des... Je sais pas si on peut citer, mais Lee Cooper, Oui, tu peux. Lee Cooper, tout ça, on faisait des photos. Et après, à table, comment tu organisais la table? Il y a un qui se mettait là, l'autre là, parce qu'on avait des tables un peu, tu sais, 5, 6, 7, Ouais. 8. On n'avait pas des grandes tables encore à l'époque. Et tu te mets avec Jean-François Larios, tu te mets avec Platini, tu faisais comment? Alors, c'est très compliqué à gérer. Hein. Et Michel Hidalgo, il a été d'un sang-froid et d'un calme, mais extraordinaire. Extraordinaire par rapport à ce gros événement, parce qu'on lui posait sans arrêt, sans cesse, des questions quand il faisait les conférences de presse. Alors, je ne peux pas parler de Manuel Amoros et de la Coupe du Monde sans parler de ce France-Brésil de 86 Ah ouais. à Guadalajara, où Carica avait ouvert le score. Guadalajara. Ouais, j'ai pas l'accent, hein. Toi, tu es espagnol. Hein. Bon, vous avez compris, c'est au Mexique. Guadalajara. Guadalajara. Et Guadalajara. Et donc, Carica couvre le score Ouais. et Platini qui égalise. Alors, il y a eu, entre Le guillemets... fameux carré magique. Ouais, carré magique, mais il y a eu une composition d'équipe au départ qu'on a été surpris. Nous. Parce que je ne sais pas si Michel Platini était au courant, c'était Henri Michel qui était un sélectionneur à cette époque-là. Et il fait jouer Luis Fernandez, latéral droit. Alors qu'il n'a jamais joué, soi-disant pour essayer de contrer sur le côté gauche Branco. Et moi, je jouais à gauche avec Thierry Tussaud qui était devant moi. Le match commence. On subit beaucoup. À droite, on subit énormément parce que Louis, malheureusement, il était complètement perdu. Et on prend ce but. Et... Assez rapidement quand même dans le match. Hein. Oh, ouais, Premier quart d'heure. 15e, ou 15e ou 20e. Et Platini, il va voir Henri Michel, il dit il faut faire quelque chose parce que Louis, il ne peut pas rester là, c'est pas possible. Hein. Donc, Platini me dit va à droite, Louis, il monte d'un cran, et Thierry Tussaud, il recule d'un cran, il joue arrière latéral à gauche. Et moi, je reprends à droite. Et on avait retrouvé un équilibre footballistique. Tu te rends compte, en changeant un pion d'une équipe, De l'échiquier. ce que ça peut t'apporter, quoi. De néfaste. C'est incroyable. Épouvantable. Dis-moi, quand je Au vois... Mexique. Tu sais qu'on a joué à midi, il faisait 35 degrés T'imagines. et 75% d'humidité. Et quand je vois aujourd'hui qu'ils font la pause café, là, Ça fait rire. Quoi. mais je suis en train de rigoler. À ma femme, je lui ai dit chaque fois, mais regarde-les, dis-moi, ils sont préparés. Ah, faut pas déconner. Museau France-Brésil, 86, inoubliable. On parlera des tirs au but après. 86 avec. Il y avait Bats dans les bras à l'époque, je me rappelle. Ouais. Joël Bats qui avait arrêté un penalty de Socrates. Zico. Zico, le pelé blanc. Ouais, Surnommé le le pelé pelé blanc. Ah, c'était... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était une autre époque. Socrates, Zico. Non, mais c'était... Alemao. Alemao. Moi, j'ai vécu la Coupe du Monde de 70 avec Pelé. Au D'accord? Mexique. Voilà. Mais vous avez raté quelque chose aussi, les gars. Ah ouais. Voilà. Excusez-moi. Vous avez raté quelque chose. Avec un ancien Marseillais à cette époque. Jair Zino. Ah oui. Ah, et, ça m'a fait douter, là. et Paolo César, alors. César, évidemment. Et Paolo César, oui. Tu as bugué, j'ai dit, ah, Non, non, mais... je vais pas revoir mes classiques. Non, non, Ah. mais Paolo César et Gersino, bien sûr. Mais 86 alors, Museau. mais j'y croyais, moi. J'y croyais. Je croyais qu'on allait la gagner. Nous aussi. Quand tu bats le Brésil, Mais je me rappelle attends, Thierry non, Roland, non, il avait non, dit mais attends, les tu Brésiliens d'Europe. Tu bats quand même l'Italie Ouais. en quart. C'est pas rien. En huitième, tu bats l'Italie, qui était champion du monde. Mm. On a joué à Mexico City, 2000 mètres d'altitude. Pollution, parce que Mexico était en bas. Le stade olympique était complètement au-dessus. Et
avant le match, à la mi-temps et après le match, bouteille d'oxygène, masque d'oxygène, on respirait. C'était le stade Aztèque. Le stade Le stade Non, Non non, c'était au stade olympique, là où ils avaient fait les Ah premiers ouais. Jeux olympiques. Le stade Aztèque, il était un peu Il était plus bas. Alors, il y a cette fameuse séance de tir au but. Alors, il est mémorable, hein, inoubliable. Hein. Platoche qui Avec, rate, Louis qui met. Bon, Platini qui rate. Fernandez, avec la phrase célèbre de Thierry Roland. Allez, Louis, mon petit bonhomme. Chapelon qui tire sur le gardien, sur le Ouais. poteau. Hein, Non, bon, poteau et gardien. poteau, gardien. Mais là, rappelle-toi une action aussi. À un moment donné, je crois que c'est Jean-Marc Ferreri qui lance Bruno Bellone en profondeur pendant le match, pendant les prolongations, je crois. Il se fait accrocher. Et il se fait accrocher, il dribble le gardien, il se fait accrocher au lieu de tomber, il continue son action. Au dernier moment, il s'est écroulé, ils ont repris le ballon et l'arbitre n'a pas sifflé. Sur Reina, je crois, à l'époque. Et donc, on se qualifie donc avec ce match qui restera dans les mémoires non seulement du football, mais du sport français. Et Alors, tu sais qu'il y a des livres qui sont sortis qui disaient, tu parlais de 70 tout à l'heure, Oui. qui était aussi le Brésil, les Allemands, une grande époque. Mais la FIFA a considéré le match France-Brésil de 86 comme un des matchs les meilleurs et que le ballon, que le temps de jeu a été beaucoup plus que les autres matchs. Effectif. Beaucoup plus effectif. Ouais. D'accord. Le ballon est sorti très très peu dans ce match. Le ballon, à l'époque, il s'appelait le Azteca Maya d'Adidas, je me ouais. rappelle. Et donc, vous qualifiez, en demi-finale face aux Allemands. Et là, par contre, ça a été plus compliqué. Je pense que vous étiez cuit. Ouais, tu sais, quand tu bats l'Italie, tu bats le Brésil, Il y avait Tardelli, je crois, à l'Italie à l'époque. je sais pas, je m'en rappelle Ouais. plus. Et tu te dis, là, t'es costaud, hein. Tu es comme ça, hein. Tu es un melon comme ça, hein. Et en fin de compte, on les a pris de haut et on s'est fait encore battre, quoi. C'était 2-0, je crois. Ouais, c'est 2-0, un but sur coup franc. Et un autre but dans le jeu. Ouais. Alors, je souris, Manuel, parce que j'ai parlé de toi à un ami, Nicolas, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est fan de toi et de ta carrière. Et on avait discuté de ce fameux match où l'émir descend contre le Koweït. contre le Koweït. Ouais. Et ce qui avait rendu fou de rage Michel Michel Hidalgo. Hidalgo, ouais. Il avait fait un but. C'était Et incroyable. la Guardia Civile, elle a interdit de rentrer sur le terrain. Voilà. Il était sur son banc. Il a voulu rentrer sur le terrain pour discuter avec l'arbitre, tout ça. Et la Guardia Civile qui encadrait l'émir, qui était le président du club, de la fédération, pardon, et ils l'ont interdit. Et lui, l'émir, il a pu rentrer. C'était le Nasser El Khalifi de l'époque. Ouais. Je dirais un bisou avec Ouais. Karata. Comment vous l'avez vu? Parce qu'il avait fait refuser un but valable à Giresse. Alors, ouais, il a fait refuser un but valable à Giresse parce que, soi-disant, les joueurs koweïtiens ont entendu un coup de sifflet après le but Dans les des tribunes. Oh. Et ils se sont arrêtés, en disant ils se sont arrêtés, et ils sont allés voir l'arbitre, ils sont allés voir l'émir, le président de la fédération, et le président de la fédération est descendu sur le terrain, bien sûr encadré par la Guardia Civile, et il a fait annuler le but. C'est incroyable. Je vois déjà à l'époque, il y avait déjà les. Alors, je fais la Et, transition. et si tu veux, par rapport à cet émir-là, Ouais. quelques années après, il nous a invités à faire un match, un petit tournoi avec la RDA. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque Oui. de la RDA. République démocratique Allemagne de allemande, l'Est. ouais. Exactement, la RDA, le Koweït et l'équipe de France. Et le sélectionneur, c'était Michel Platini. Et il nous avait invités au Koweït. Et donc, on a été dans les tentes, dans les oasis, les machins, tout ça. On a passé 15 jours extraordinaires. Hein. Et pour dire que cet émir-là, quand il y a eu l'invasion de l'Irak, il a défendu le Paris, il s'est fait tuer. Ah ouais, ça, c'est. Malheureusement. Alors, avant de faire la transition avec l'équipe de France d'aujourd'hui, qui sera notre dernier thème de cette magnifique émission, on ne peut pas parler, clôturer ces deux Coupes du Monde, la 82, 86, qui resteront à jamais dans la mémoire des Ouais, mais on n'a Français. pas gagné. Ouais, On mais retient que ceux qui gagnent. Hein. Non, la preuve, non, vous n'avez pas gagné, mais on vous retient. Ouais, mais bon. Voilà. Il y a deux joueurs que tu as côtoyés, que tu connais très bien et qu'on ne peut pas ne pas parler avant de changer de chapitre. C'est Michel Platini, qui a été ton coéquipier et après ton sélectionneur. Voilà. À l'époque où tu étais capitaine après en équipe de France, tu as fait l'Euro 92. Et j'ai eu un autre ancien international avec qui j'ai joué, qui m'a entraîné. Alors là, tu m'as mis une petite colle. Là. Ah, Jean Tigana à Lyon. Jeannot Tigana. Ouais. C'est vrai.
Quand tu as quitté l'OM. Quand tu as quitté l'OM. Exactement. Et on ne peut pas ne pas parler de Diego Maradona. Alors, j'aimerais que tu me parles. Alors, j'ai joué 2 fois contre lui. Ces 2 légendes. J'ai joué. Alors, c'est paradoxal parce que en 82, février 82, on joue contre les Italiens, on les bat 2-0. Je ne sais pas si tu te rappelles ce match-là. C'était mon premier match à moi. Et c'était le premier match aussi de Daniel Bravo qui marque le 2e but. Truc Bravo, il a joué. Et ils ont été champions du monde. On joue en 86, février 86, les Argentins de Diego Maradona. On les gagne 2-0 et ils sont champions du monde. C'est pas beau ça? Magnifique. Quel souvenir tu gardes de ce match contre... Ah, Diego Maradona, j'ai 2 photos avec lui, j'essaye de lui prendre le ballon, jamais, une fois je tacle, je lui prends pas le ballon. Ah, c'était un joueur extraordinaire, et le ballon lui collait dans les pieds, c'était... on a du mal à décrire un joueur comme ça, en fin de compte. Parce qu'il est tellement grand par son talent, par ce phénomène qui est en lui on n'a pas de mots à décrire. Maradona, c'est... Petit trapu. En plus, il avait... Ouais, physiquement, il est répondu à la base. Il avait tout. Ouais. Il avait tout. Sur 3 mètres, il te faisait la différence. Un peu comme Messi, pareil. Des petits gabarits comme ça, ils ne vont pas aller dans des courses de 10, 15 mètres, 20 mètres. Eux, c'est sur 3, 4 mètres qu'ils te font la différence. Alors justement, tu parles de Messi, je vais oser te poser la question, même si certains vont dire « Ouais, c'est pas la même époque ». Messi, Maradona, selon toi? Ah, moi, je préfère Maradona. Tu sais le nombre de coups qu'il a pris? Je te prends un peu un parallèle. Platini et Maradona en Italie à l'époque. D'accord? Platini, à cette époque-là, quand même, il a été 3 fois Ballon d'Or. Ouais. Il a fait 3 fois meilleur buteur du championnat italien, alors qu'à l'époque, c'était le catenaccio. Je ne sais pas si tu sais c'est que le catenaccio pour nos jeunes. Le catenaccio, c'est on envoie... Tu verrouilles. Voilà, Eric Dimeco, puissance 10. On ne passe pas. Ouais. On passe pas. Et Michel Platini, autant Maradona, ils ont pris des coups. Hein. Ils ont pris des coups. Hein. Maradona en Espagne, Gogochea, il n'a pas cassé la jambe à Maradona. Mais il avait un jeu pour ça. Il avait un jeu pour se faire mal. Et que les défenseurs, ils lui rentrent dedans. Mais il aimait ça. Il aimait ça. Je me rappelle d'une baston quand il jouait à Barcelone. Je suis parti en bagarre générale, Maradona. Parce que justement aussi, il prenait... il a pris des coups. Je ne sais plus quel club, c'était Séville ou je ne sais plus. Quand il jouait à Barcelone, qu'il avait à l'époque les gros jeux. Toi, Muso, tu es plus mais regarde, Maradona, excuse-moi de te couper, mais regarde aujourd'hui, un joueur, il a rien. Hein. Il tombe. Oui. Oh putain, il est mort. Kiné. Ah non, pas besoin de kiné, se relève. À l'époque, les mecs, il prenait des coups, il met des coups incroyables, et il se relevait tout de suite, il criait pas. Hein. Toi, tu as joué avec des sacrés entre Dimeco, dis-moi, Forster, Moser. Carlos, c'était... Carlos Moser. Carlos, c'est... Un jour, on jouait à Brest. Tu étais à Brest. Avec Cabanas, tu vois. Oui. On avait gagné en Coupe de France contre Paris. On était mis au vert. Et après, on jouait, je crois, le mardi ou le mercredi à Brest. 3 jours après. Tu vas parler de Cabanas, l'Uruguay, non? Le Paraguay. Non. Parce que tous les deux, Débordement sur le côté gauche. Un ballon un peu en profondeur. Débordement. Carlos, il arrive. Il te fait un tacle. Il prend le ballon, le joueur et tout. Et c'était le petit Ramos, l'arbitre. Et le portugais aussi. Il siffle rien, touche. Et le mec, il reste par terre. Hein. Le Brestois, il reste par terre. L'arbitre, il arrive, il regarde, il avait la jambe cassée. Là, il est sorti le carton rouge. Mais Carlos Moser, tu te rappelles, Muso, c'était dur. Il était dur. Aux entraînements, il était comme dans les matchs. Tu te faisais mal. Ça me rappelle une phrase de Goethals qui disait, par rapport à Arthur Georges, on va leur marcher dessus. Et que Tapia va afficher la une. Voilà, et que Goethals, après le match, quand l'OM avait gagné, avait dit, vous imaginez, Amoros, Moser, Dimeco, vous leur marchez même pas sur la pointe des pieds, vous allez leur marcher dessus. Tu te souviens de cette anecdote J'ai fait une parenthèse parce que obligé. Alors, si on parle un peu d'agressivité, le match de Coupe de France à Paris, là, quand on avait gagné 1-0, on les avait tués. Ah, c'est une boucherie que Boxy. Celle où Boxy qui marque. Ouais, c'est une boucherie. Dimeco sur Ginola, je me rappelle. Il y avait Sassus aussi côté parisien. Je sais pas, mais Il y avait des gifles qui partaient aussi. Pas que des gifles, putain. Oui.
Et, Enfin, bref. et pour en revenir à Carlos, OM Montpellier au Vélodrome, il y avait un attaquant qui s'appelait Ziobert. Jacek Ziobert, un Polonais. Voilà. Et Ziobert, il chambre Basile, qui veut le couper en deux. Et Carlos, il y va, il fait laisse, c'est pour moi. Ziobert qui part sur le côté gauche. Je vois Carlos qui arrive. Je dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Mais attends, fracture ouverte du tibia. Il est sorti sur une civière. Carlos. Et il n'y a pas eu de carton. Non. Quelle époque. D'ailleurs, le but que met Boli extraordinaire, c'est parce qu'à la base, il veut faire mal à Ricardo, qui avait fait mal à Bédi Pelé. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, vous étiez solidaires. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui faisait mal à Amoros, l'autre derrière qui avait le ballon. Mais il y a plus tout ça. Là. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Il n'y a plus tout ça, les gars. C'est fini tout ça. Alors, messieurs, je fais la transition parce que, putain, 90 minutes, tu vois, 1h30, tu vois, tellement on se régale. Je vais parler avec l'équipe de France actuelle. Ouais. Donc, Manu, tout à l'heure, j'ai dit que tu as été longtemps recordman en équipe de France. Et après, je crois que c'est Deschamps, puis après Thuram qui a battu le record. Et aujourd'hui, c'est Hugo Lloris qui en est à 145 sélections. Toi, Manu, tu as été longtemps recordman à 82. Et pendant longtemps, il n'y a personne qui est venu te chatouiller. Non, mais bon, c'est un peu logique et normal. Il y a beaucoup plus de compétition, il y a beaucoup plus de matchs, donc c'est normal. Non, tu as plus de mérite. Bon, Lloris, moi j'aime bien, mais c'est un gagé. Et après, on a Thuram, voilà, 142. Griezmann 137. Moi, je pense que tu vois, c'est la régularité qu'on a pu avoir parce que à nous, notre période à nous, et puis même un peu celle avant aussi, c'est la régularité que tu peux avoir aussi, autant dans ton club et en équipe de France. C'est pas évident de durer quand on est joueur de champ. Alors, messieurs, on va parler de cette Coupe du Monde qui arrive, la France favori. On peut dire ça. France, tu veux vraiment que je te dise? Ouais, dis-moi. Franchement, je suis pas passionné par cette Coupe du Monde. Ça t'emballe pas? Non, ça m'emballe pas parce que déjà la FIFA nous prend pour des cons. Ah ouais, ça. La FIFA, au lieu que ce soit un sport populaire, ce qui était à la base, c'est honteux ce qu'ils font. Ils font à des prix. Et puis il faut y aller là-bas. Il faut y aller, c'est loin. Pour se loger, c'est cher. Et les billets, c'est cher. Mais je ne comprends pas que personne ne dise quoi que ce soit, que les présidents de fédération qui élisent le président de la FIFA restent comme ça, muets, sans rien dire, quoi. C'est une honte. Mais c'est une honte. On va voir des matchs à 4h du matin. Ben oui, mais tu ne vas pas voir les matchs. Non. Mais franchement, ça moi, je vais les regarder avant d'aller travailler, mais bon. Ouais, mais ça ne me passionne pas. Franchement, je suis plus passionné. Mais footballistiquement, Manuel, la France est une très belle équipe sur le papier. On a la meilleure équipe sur le papier, on a la meilleure équipe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, comme je te disais tout à l'heure, on va faire jouer Mbappé. Mais Mbappé, pour moi, je ne le fais pas jouer. Tu as quand même Doué, tu as quand même Dembélé, et tu as au lycée, quand même, il y a des joueurs, tu as des bons joueurs quand même offensifs. Et si tu fais jouer Mbappé, il faut jouer avec lui. C'est pas possible que tu ne joues pas. Alors qu'avec les trois autres... Et pour lui. Avec lui et pour lui. Et pour lui aussi. Ah oui, il est individualiste énorme. Lui, quand il marque, il faut que tout le monde vienne lui sauter dessus. Mais quand les autres, ils marquent, lui, il est à 3 mètres derrière. Il se force. Ça t'énerve, ça. Ah ben oui, ça m'énerve parce qu'il faut être juste dans le football. Il faut être juste. C'est un sport collectif. Et tu le fais aussi pour l'équipe. Et si tu veux, cette équipe de France, si Mbappé y joue, on va jouer que pour lui. Les autres, ils vont être... Regarde. Dembélé, quand il joue avec Mbappé, il est moins bon que quand il joue avec Paris Saint-Germain. C'est vrai, carrément. Muso, ton avis? Je pense que c'est plus ouvert que ce qu'on ne le pense. Je rappelle, pour ceux qui nous regardent, que Muso a été aussi, en plus de l'OM, en équipe de France avec Laurent Blanc. Oui. J'ai mis une photo d'ailleurs sur les réseaux où il y a Nasri et Ribéry qui sont en train de déconner avec toi. Et toi, tu es au milieu. Ouais, donc... C'est des bons moments. Donc, pour moi, c'est plus ouvert qu'on ne le pense. Oui, la France est favorite sur le papier, mais... Et le Portugal, on n'en parle pas. Non, Portugal, mais non. Il va te faire jouer encore Ronaldo. Il a 40 ans. Mais il ne va pas jouer 90 minutes tous les matchs, Ronaldo. Ouais, mais je ne pense pas qu'on soit inquiété. Est-ce que tu as vu même les Allemands, même les Pays-Bas,
Tu trouves qu'ils ont une équipe pour jouer? Non. Il y a les Argentins, c'est plus J'ai- que c'était. non, j'ai pas dit que- en C'est un arrière. avis, les Argentins. Hein Ils ont un problème de. Ouais, Je de n'ai pas dit- génération. Ouais. Manu, National. je n'ai pas dit que le Portugal, pour moi, était mon favori. Je dis simplement Oui. que le Portugal était une équipe qui était là pour empêcher de tourner en rond. C'est-à-dire que ils peuvent te mettre les bâtons dans les roues. Voilà, pense à un moment donné. Mm. Ensuite, tu as l'Espagne, incontournable pour moi. Ouais. Oui, l'Espagne, ouais, l'Espagne, ça peut être. Voilà. Avec le petit Yamal. Le petit Yamal, qui j'espère sera rétabli pour qu'elle se régale un peu quand même de sa blessure. Voilà. Donc France, France. Espagne, Portugal, on peut dire, favori. Bah, une belle finale, ce serait Espagne-France. Oui, bien sûr. Oui, ça serait bien. Non, mais on fait partie des favoris, mais il peut y Attention aux avoir pays des africains graines de aussi, sable. hein. Pardon. Il y a des pays africains qui risquent de faire des Oui, surprises. le quand même. Maroc risque aussi Ouais, de, Maroc, le de Sénégal, surprendre. la Côte Ils ont d'Ivoire. déjà fait précédemment. Hein, Ils ont terminé 3e à la dernière Coupe du Monde. ils ont été en demi-finale quand même. Hein. Non, c'est pas fait. Voilà ce que je veux dire. Franchement, c'est ouvert. C'est plus ouvert qu'on ne le pense. Il y a 4 équipes qui peuvent. Ouais. Bon, après, on n'est Je sais pas pas, là. moi je dirais le contraire. Je pense que ça va être facile. Bah, cette Coupe du Monde. donc, comme tu penses que Paris Saint-Germain va gagner samedi soir. Ah, toi. vous avez vu que j'en ai pas parlé. Hein. Ah ouais, mais attends. Écoute, moi je pense que oui. Eh ben, Je pense que Arsenal n'a pas l'équipe pour contrer le Paris Saint-Germain. moi, je mets ni une pièce sur l'un, ni une pièce sur l'autre. Mais moi non plus. Hein. Voilà. Pourquoi Arteta, il parce est confiant, en que, tout cas. parce que, déjà, et tu vas être d'accord avec moi, Manu, c'est que, oui, Paris a de la qualité, indéniablement, je suis d'accord avec toi. Mais, rappelle-toi de ce que je disais lors d'une autre émission, Omar. Quand tu as une défense de fer, c'est dur de passer. Ils ont les attaquants qu'il faut, Paris, pour embêter cette équipe d'Arsenal. Mais si Arsenal ne prend pas de but, et que, sur un contre, ils en mettent un, il peut y avoir problème. Non. Le seul problème que Paris peut avoir, c'est les centraux. Marquinhos et Pacho, là, c'est léger. C'est léger. Pacho, c'est pas mal. Non, c'est Mais- léger. Donc, déjà, vous n'êtes pas sûr que Hakimi jouera. Pacho, tu trouves léger, Manu? Ouais. Ah ouais? Paris a un milieu Non, de mais ça fait terrain rien. T'as extraordinaire avec les deux Zahir Portugais. là. Emery qui peut faire le Oui. piston à droite et qui est quand même pas mal. Qui est quand même pas mal. Manu, on parle en théorie là. Et moi, je te dis, en pratique, ça sera différent. Je pense. Je ne dis pas que Paris ne va pas gagner. On a dit ça contre le Bayern de Munich. Ils se sont baladés. Ne, Paris. ne me parle pas de ce match. S'il te plaît, Ah ne bah me parle ouais, pas de mais ce match. Ils sont baladés, Paris. Je suis désolé. Ils ont été bons. Ils les ont Au pris à la retour, hein, parce gorge. qu'à l'aller, c'est- Il y a pas. il y a- Ah là là, comme au retour. Moi, je les ai trouvés sereins les deux fois. Hein. Ouais. Ah ouais. Et, Ah ouais. et les deux mains qui sont pas sifflées. Ah oui, non, mais attends. Manu, le mais- football, il est fait comme ça. Je suis désolé. Mais il n'a pas sifflé. Eh ben, il n'a pas sifflé, oui. Il a pas Eh oui, sifflé. il n'a pas sifflé. Ouais, ouais. Il n'a pas sifflé. Et il amène Thierry Henry qui est à moi l'équipe de France à la Coupe du mais Monde. je suis d'accord avec et que toi. l'Irlande il n'y va pas à cause de cette main, il y a ben, but derrière. je suis Et qu'il d'accord a pas- avec toi. Et qu'il n'a pas reconnu qu'il avait fait main. Ça ne nous a pas porté chance vu la Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a un sujet Ouais, qui sort. ouais. On va pas parler de Domenech parce que je le trouve. Non, mais insignifiant. attends, Domenech, alors il a beaucoup de torts. Les joueurs Il est ont buvable, Manu, il est- pratiquement tous les torts. Manu, Les il est- joueurs ils ont tous les torts. Dis-moi, quand tu gagnes des millions et que tu sors pas du bus ils sont sortis C'est juste honteux. pas. C'est honteux. Je suis C'est d'accord honteux. avec toi. Ah, c'est honteux. Et Thierry Il a- Henry, mais il a- attends, mais Thierry Henry qui est normalement le grand frère, Ouais. puisqu'il y a derrière lui quand même un Ouais. bagage de match et de palmarès extraordinaire. Il est sorti du bus, il leur a dit allez vous entraîner, bande Après, de il y a- cons. Après, il y en a qui disent Et qu'il y a- il a fait ou quoi? Il a Après, il y rien en a fait qui du disent tout. qu'il y a eu des Et quand menaces. tu vois Sarkozy, que quelques jours après qu'il soit rentré, il invite à l'Élysée pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et parce que son fils voulait voir Thierry Henry, tu trouves ça normal? Ouais, mais ça- Moi, si j'avais été président de la République, je suis suspendu à vie, ces joueurs-là, à vie. Il y en a qui se sont battus contre le drapeau français. Eux, ils ont sali le drapeau français. Non, mais on est d'accord. Non, ils nous ont C'est fait une honte. honte. Ils nous ont Bon. fait honte. Mais, Non, oui. mais bon, on va pas ouvrir le chapitre de Non, Domenech. non. Non, parce qu'il m'intéresse pas. Non. Il y a un beau reportage. Non, mais sur moi, Netflix je trouve que que l'équipe de j'invite France... tout le monde à regarder et qui est, que j'ai pas encore vu, mais j'en ai un peu les contours.
Ça parle même d'astrologie, parce qu'apparemment, il y a des mecs qui font les équipes en fonction des signes astrologiques. Enfin bon. Pour en revenir au Bayern, parce que j'ai pas digéré ton point de vue là. Tu vas pas me dire que l'arbitre, il a fait un bon arbitrage. Allez, ça y est. Et tu crois que contre Benfica, l'arbitre, il a été bon, qu'il l'amène de Vata? Eh ben quoi. Manu, en tant Et que... c'est vrai qu'il n'avait pas la VAR. Et là, il avait. on a tout vu. On a tout vu, il a pas sifflé. C'est tout. Manu, en tant qu'ancien olympien et champion d'Europe, le fait que Paris va peut-être, on ne souhaite pas, on va pas se mentir, avoir une deuxième étoile. Est-ce que toi, tu t'en fous? Est-ce que ça fait chier? Ou est-ce que tu te dis, ça nous permet, comme certains le disent, c'est pas mon point de vue, de passer à autre chose? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Parce que pendant... Alors, est-ce que s'il gagne, ça laisse une place supplémentaire au classement? C'est-à-dire, s'ils gagnent, ils sont qualifiés. C'est-à-dire que la quatrième... non. La quatrième, voire la cinquième, parce que Lyon, ils sont un peu avec Aston Villa qui a gagné, mais ils sont qualifiés, Aston Villa. Peut-être que Lyon va faire les préliminaires de la Champions League. Ils les font, déjà, je crois. Non. Mais ils peuvent rentrer dans les poules. Il me semble que non. Mais ton ressenti, ton Manu... Tu sais bien que la Coupe Europa, si tu la gagnes, tu vas en Champions League. Oui, ça oui. D'accord. Ouais. Bon, et là, ils sont en Champions League. Et au classement, Aston Villa, je crois qu'ils sont 4 ou 4e, ils la jouent aussi. Donc ça laisse une place peut-être à Lyon de pouvoir faire directement la Champions League. Ouais, bon. Et je me Sans les barrages. Sans les barrages. Sans les barrages. Ouais, peut-être, hein, c'est ce qu'il disait, j'ai lu ça. D'accord. Et je me disais que si jamais Paris Saint-Germain gagne, est-ce que la 5e place, puisque Lyon est monté, disons que Lyon est monté en poule, est-ce que la 5e place donne pas pouvoir à Marseille de pouvoir faire les éliminatoires dans la Champions League? Je ne pense pas par rapport à l'indice UEFA, mais peut-être je me trompe. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Ton avis, Manu, parce que vraiment, ça m'intéresse en tant qu'ancien champion d'Europe, ancien olympien, de voir aujourd'hui. Vous resterez de toute façon à jamais les premiers, ça, personne ne l'enlèvera. Oui, mais est-ce que toi, c'est quoi ton sentiment? Est-ce que ça te fait chier? Est-ce que tu t'en fous? Alors non, moi, est-ce que tu ça me fait pas chier. Ça me fait pas. Le football français. Il y a peut-être un certain temps, ça m'aurait fait chier, mais aujourd'hui, ça me dérange pas. Je crois que pour l'indice UEFA, comme tu disais, je pense que ça, c'est énorme, ça fait du bien. Aujourd'hui, on n'a que 3 équipes qui sont qualifiées directement. Il y a d'autres championnats qui en ont 4. Donc, plus on va gagner, plus on va peut-être avoir une 4e équipe supplémentaire à aller directement en poule. Donc, c'est pas bien grave, c'est pas... Quelque part, je m'en fous un peu. La rivalité, on l'a connue, nous, la rivalité. Mais la rivalité qu'on a eue à l'époque, c'est Tapi qui nous l'a donnée. Donc à l'époque, c'est vous qui leur marchez dessus. Mais oui, mais sans Tapi, on aurait fait des matchs quelconques, quelque part, contre Paris Saint-Germain. Mais l'envie que Tapi vienne à Marseille, que lui, Parisien, il nous disait chaque fois, il regardait le calendrier, ces 2 matchs, je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas les perdre. Ça Donc, vous motive. Et aujourd'hui, si tu veux... Et aujourd'hui, de toute façon, Paris est tellement au-dessus de nous qu'on ne peut même plus discuter. Ça ne me dérange pas. Au contraire, s'ils peuvent gagner, tant mieux. Comme ça, l'indice UEFA va augmenter avec la France et on aura peut-être les possibilités d'avoir d'autres équipes. Et puis Omar, on ne peut pas être contre un club français quand même. Moi, je l'assume. Moi, je ne vais pas faire semblant que je suis pour, c'est pas vrai. C'est à moi, mon sang il est bleu et blanc. Je ne vais pas supporter Paris, mais si Paris gagne, je ne vais pas pleurer. Voilà ce que je veux dire. Moi, je t'avoue que j'ai passé une mauvaise soirée l'année dernière quand ils ont battu l'Inter, surtout qu'ils ont tué. Pour l'équipe de France, avant de conclure cette émission, je rappelle que Kylian Mbappé est plus qu'à un but d'Olivier Giroud, qui est le record. Après, derrière, on a Thierry Henry à 51, Griezmann à 44, et donc je rappelle Giroud 57 et Mbappé 56. Une dernière question, messieurs, avant de conclure cette magnifique émission, et je vous remercie encore parce que je me suis régalé, j'espère que vous êtes régalés aussi. On va parler de quelqu'un que vous connaissez très bien, Didier Deschamps. Est-ce que vous l'avez connu Minot, tous les deux, puisqu'on rappelle que quand il vient à l'OM au début, il est prêté, et Tapi n'en veut plus, il le jette à Bordeaux et il revient s'imposer à l'OM. Oui. Est-ce que vous qui l'avez connu, Manu, en équipe de France et à l'OM, toi... en tant que joueur et entraîneur. Joueur-entraîneur, est-ce que vous savez à la base que... Je ne dis pas qu'il allait gagner la Coupe du Monde, etc., mais qu'il allait, avec cette âme de leader, qu'il allait être le sélectionneur qu'il a été, le joueur qu'il a été, ou pas spécialement? Bon, je ne sais pas, c'est difficile de prévoir l'avenir d'un joueur ou d'un entraîneur. Il avait des dispositions sûrement d'être meneur d'homme en tant qu'entraîneur.
Il a prouvé d'ailleurs, mais c'est difficile, quoi. C'est difficile de dire, ouais, lui, il va être le leader d'équipe de France ou dans un club. Didier, il a la chatte. Ah ouais, carrément. Ouais, excusez-moi le terme, hein, mais il a la chatte. c'est- Didier, chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il arrive à réussir quelque chose. Mais de bien. Ah, il est passé comme entraîneur à Marseille. Il a été champion. À Monaco, il a fait quand même une Champion finale. et 3 coupes de la Ouais. Ligue. 3 coupes de la Ligue. Ouais. Ouais, mais c'est de la merde, ça. Ouais, mais, Ouais, la France. Coupe de la Ligue, c'est plus Tu dur vas que la À voir, Coupe de Monaco, France. à Monaco, Hey. il a fait quand même une finale de Champions League. Ouais, avec Oui. des Il va à la Morantes. Juventus en deuxième division, il les fait remonter. Je crois que en équipe de France, il est champion Et pour du toi, monde. Manu, c'est que de la chatte, ça? Non, il a de la qualité, mais on ne peut pas être aussi longtemps comme ça avec des performances sans avoir de la qualité, c'est pas possible. Mais on en a marre un peu. Hein. Est-ce que On Deschamps... en a marre un peu, ça fait 14 ans ou je sais pas combien de La temps. chatte. Moi j'ai envie du changement. Ouais, mais Aujourd'hui, il y a je vais Zizou, t'expliquer. il y a Zizou. Tu es emballé par Zizou? Ah ben oui, bien sûr, Ah. bien sûr. Ça me fait un peu chier, mais je suis emballé. Pourquoi tu es Mais parce que ils sont des faux culs, la fédération. Ça fait depuis des mois et des mois que lui, il dit, je veux être en équipe de France. Et notre président Diallo, il nous dit, ouais, je n'ai pas signé encore, je sais pas, peut-être pas, peut-être Ils ont même dit lui, qu'ils ne peut-être. voulaient pas à un moment. Ouais, il faut arrêter de faire des faux culs Absolument. comme ça, merde. Diallo, il comprend rien, ce président. Parce que Il faut Deschamps, je arrêter. rappelle, Manu, quand même, que quand toi tu jouais à l'OM, c'était Minot à l'époque à côté de toi. Ah bah oui. Toi, tu étais une star. Pareil, ben, il était jeune, lui. et Mino. Il débutait sa carrière. Il avait Il venait fait de quand même. Nantes. De Nantes, il avait fait quand même pas mal. Tu m'as coupé, je voulais dire quelque chose. Pardon, Manu. Pardon, on parlait de Zizou. Ouais. Oui. Mais Deschamps, moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde qu'on vit, un entraîneur doit rester entre 2 et 3 ans dans un club, pas plus. Et en sélection, il fait un championnat d'Europe, une Coupe du Monde, ou une Coupe du Monde et un championnat d'Europe. Merci, au revoir. Aujourd'hui, Il ça voulait- fait 14 ans qu'il est Il là. voulait pas lâcher la 14 ans. place aussi, Manu. Non mais Didier attends, Deschamps. dis-moi, 14 ans. Ouais. Oh, le joueur qu'il a eu, de quand il a commencé à aujourd'hui, il sait comment il fonctionne. Dugarry, il a même dit, il Il reste sait comment il fonctionne. Il reste pour pas laisser la place à Zidane. Ça, c'est Christophe Peut-être, Dugarry qui l'a dit. peut-être. Et j'aime Peut-être. pas Dugarry, mais je suis pas loin de penser la même Mais chose. peut-être, Bisous. ils sont pas en bon terme les deux, on le sait. Ouais. Ils sont pas en bon terme. Donc, Quand ils ont joué à la Juve en équipe de France. Manu, tu joues au tarot? Ben, j'adore le tarot. Écoute-moi. Moi, j'ai fait plusieurs parties dans le bus ou dans l'avion avec Didier, contre Didier, avec Guy Stéphane, etc. Une chatte. Le chien, le chien. Il envoie, il garde, il sort 2 chiens. Le petit et le 21. C'est des Bon, goûts. il avait un beau jeu à côté, mais régulièrement. Non, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de Voilà, la réussite, chatte à hein. Dédé, ça vient de Manuel Amoros. Non, non, mais bon, on l'appelle comme ça. Hein. Oui, Il y a je beaucoup de sais. journalistes qui l'appellent comme ça. Mais tout le temps, avec les mais- chats. On le met en photo Ouais, avec les mais chats. il faut quand même avoir de la qualité pour avoir réussi ce qu'il a fait quand même. Il Bien faut pas non sûr. plus le dénigrer parce que c'est pas que la chance qu'il a eue. Non. C'est quand même son talent, ses capacités. Il s'est entouré quand même des gens compétents qui l'ont bien aidé pour pouvoir progresser. Et ça a été, c'est un des plus gros palmarès Ah oui, oui. sélectionneurs Ah ben, non, de il tous faut- les temps. Incontestablement. De Il faut tous les temps. respecter ça. Ben, Non, il incontestablement. faut respecter. Il y en a 3 qui ont gagné la Coupe du Monde joueur-entraîneur. Je crois qu'il y a Zagallo, il y a Deschamps et Beckenbauer. Ils sont que 3 Ouais. dans tous les temps. Juste avant de finir cette Et émission, bientôt Zidane. et on espère Zidane qui a déjà 3 serait Ligues bien. des Champions à son actif. Ça serait- Et une Coupe du Monde. Deschamps, il a aussi des côtés sombres. Je sais que quand on a, comme disait Thierry Roland, ils ne partiraient pas en vacances ensemble. Il lui a reproché que s'il n'a pas fait le fameux Euro 96 en Angleterre, ou à l'époque quand on était des jeunes, c'est parce qu'apparemment, Deschamps et De Sailly seraient allés voir Jacquet et Origi, parce qu'il y a ces influences, Manu, c'est pas toi que je vais l'apprendre, dans des équipes. Quand on n'en veut pas. Et puis ça a permis l'émergence de la génération Zidane-Djorkaeff. Tu en penses quoi? Je sais rien. Tu sais pas. Ben, on parlait tout à l'heure du problème Platini-Larios. On a eu, nous, joueurs, Ouais, mais là, aucune c'est pas une influence. histoire de mœurs. C'est Ah ben, purement. Ça fait rien. Il y avait des pour Platini, des pour Larios, mais il n'y a jamais eu de conflit entre tous les joueurs. Alors qu'il y a, là, tu as des joueurs qui sont allés voir directement un sélectionneur pour dire il ne faut pas prendre Cantona. De quel droit? De quel droit il se permet de dire ça et de faire ça? Je connaissais pas Par ça. rapport au Oui, caractère. oui. Tu Par as entendu rapport parler, au Manu, ca- de cette histoire. Oui, oui, j'ai entendu parler. Par rapport au caractère de Canto, mais il faut le prendre les joueurs, il faut les prendre comme ils sont.
Et puis, il faut s'habituer aussi. Surtout qu'il marchait sur l'eau en Angleterre, quoi. Oui, mais Canto, il avait de la qualité. Il méritait d'être en équipe de France. Mais son tempérament, il fallait le prendre avec son tempérament. Ou on ne le prend pas au début, mais on ne le prend pas parce que son tempérament fait que, et 2 joueurs disent au sélectionneur de ne pas le prendre. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Chacun défend son intérêt. Des chants de Sailly, apparemment, à l'époque. Ouais. Pour faire le truc. De Marseille. Hein. On arrive au terme de cette magnifique grande mais ça émission. fait longtemps que tu le dis. Hein. De quoi? Quand on arrive au terme de cette sélection, ça fait, tu m'as dit 1 heure, on est dans le temps additionnel. 2 heures. J'ai Manuel Amoros et j'ai Museau avec moi, donc je peux parler pendant des heures. Messieurs, merci beaucoup. Oh, dis-lui qu'il te raconte un peu quand il nous filait les piqûres et tout. Là. Ah non, moi, jamais. Les B12, que Tapi disait, il faut aller faire les B12. Là. Jamais. Ah, salaud. D'abord, je sais pas faire les piqûres. C'est une top, c'est Museau. On va couper au montage. Un carré Museau, blanc. merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit très bientôt. Pour ton invitation. Merci. Manuel, Merci à toi. merci beaucoup. Ouais, merci à je toi. précise que et Emmanuel et Museau sont venus de très loin. Par amitié pour moi et pour l'émission, et je vous remercie beaucoup. Ils viennent gratuits, ils ne demandent pas d'argent, et ils payent leur gasoil. Je le précise aussi parce que Ouais, voilà, parce qu'en ce moment, il est cher. Hein. L'essence c'est cher. Donc merci infiniment de votre gentillesse, de votre amitié. On enverra la facture à l'OM. Et voilà, on se retrouve donc pour la 2e émission la semaine prochaine avec une spéciale football amateur. Avec des présidents de clubs amateurs marseillais, Guillaume Boina, Guillaume Boina ne sera pas là, pardon, avec Christophe Denis de la Cayolle, avec Kamel Ferrac de l'AS Mazargues, Amidou Koulibaly de Frévalon et Ahmed Gomari de Bocage. On va parler de la violence dans le football amateur, on va parler du projet Mbappé qui nous pollue, qui nous gonfle, et on va parler aussi des belles choses. Voilà, merci à tous, merci à l'équipe de l'épopée, merci à Sofiane, merci à l'équipe du Spot, merci à Reda, merci à Toro et merci à toute l'équipe.